Donc salut, là je vais vous parler un petit peu des cas graphiques pour ceux qui veulent jouer en Ultra HD ou en 1440p. Ça va être les cartes les moins chères en 16 Go, hein. Moi je préconise 16 Go pour la Full HD. Bon, 8 Go ça passe, mais ce sera plus de 10 Go pour de la Full HD. Pour de la 1440p, ce sera plus 12 Go. Et pour de la 4K, 16 Go, voire 20 Go pour la 4K, l'Ultra HD. Parce que c'est un abus de langage de dire 4K, parce que la 4K, c'est du 16 dixième. Alors que de la Ultra HD, c'est du 16 neuvième. Et comme la Full HD, c'est du 16 neuvième en fait. La plupart des écrans sont en 16 neuvième et non en 16 dixième. Les 16 dixièmes coûtent un peu plus cher. Donc il y a la en graphique en moins cher que vous pouvez trouver en 16 Go, vous avez la RX 7600 XT que vous pouvez trouver à 390 euros. Après, il y a la RX 9060 XT qui sera plus dans les 420 euros à peu près, un peu plus cher. Et après, bah, vous avez les 5060 Ti 16 Go qui restent intéressantes en 16 Go. C'est les moins chers pour avoir du 16 Go. Après, vous pouvez toujours partir sur les anciennes générations comme la 7900 XTX qui a 24 Go et qui a à peu près les mêmes performances qu'une 5070 Ti. Elle a entre une 5070 et une 5070 Ti. Donc vous avez des bonnes performances et vous l'avez pour moins cher en fait. Vous pouvez la trouver pour 600 voire ou à 700 euros. Donc c'est intéressant. Pareil pour la 4080 Super, vous pouvez la trouver vers 450, 800 euros. Donc ça reste des prix assez intéressants si vous partez sur de l'occasion. Euh, et après, bah, sinon, il y a la 5070 Ti qui reste quand même la mieux en termes, moi je trouve, en niveau rapport qualité-prix, parce qu'elle a 16 Go. La 5070, elle est bien, mais elle a 12 Go de RAM, donc on va plus être bridé pour de la 4K. Ça va plus être une carte pour jouer à de la 1440p. Donc quelqu'un qui veut jouer à de la 4K, enfin de la Ultra HD, partez plutôt sur des modèles 16 Go. Mais par contre, ne prenez pas les A. 770 de chez Arc, de chez Intel, parce que justement, ils vont sortir les B 770 et ils auront 16 Go aussi, mais plus puissants. Et en fait, là, actuellement, Nvidia se concentre sur les versions Arc B50 et B60. C'est des cartes bi-GPU. En fait, c'est une seule carte avec deux GPU à l'intérieur dedans. Et en fait, c'est des cartes avec deux 570, enfin des B570. Une version, ça c'est la B50, qui est avec deux 570, B570. Et la B60, c'est deux B580. Donc ce qui est intéressant, c'est que quand on les met en SLI, donc on peut mettre jusqu'à 4 cartes. Donc si on les met en SLI, vu que bah, ça vous fait en fait avec deux cartes, vous avez 4 GPU. Et donc ça vous permet de faire en fait je sais plus comment appeler ça, mais un transistor, je crois que ça s'appelle comme ça. En fait, il y a les sorties nord, sorties or, enfin, il y a quatre sorties en fait. Je sais plus les noms, je les avais en tête. Faut que je relise vite fait un bouquin pour que ça me revienne. Mais en fait, il y a quatre sorties. Et en fait, la B60 par exemple, ou même la B50 qui coûte moins cher. La B60, elle vaut 1000 euros. Et donc, vous en prenez deux. Ça fait 2000 euros, certes, c'est un budget. Mais quand on compare ça à une 5090, c'est plutôt intéressant dans le sens où si vous faites de l'intelligence artificielle, sur chaque GPU, c'est des GPU à 24 Go de VRAM. Donc en gros, sur une seule carte, comme c'est un bi-GPU, vous avez 48 Go. Donc en mettant deux, vous avez 96 Go de VRAM. Et donc en fait, vous pouvez créer une entrée-sortie, tu vois, ceux qui connaissent un peu en informatique comprennent ce que je dis. Et donc en fait, en mettant quatre, ça vous permet d'avoir c'est pas vraiment je sais pas si c'est des transistors. Ah, si, je crois que c'est le nom. Mais en gros, ça vous fait deux transistors et donc ça vous fait un total de 192 Go de VRAM. Et donc en fait, ça en fait deux. Et donc ça vous permet de justement, par exemple, calculer des gros calculs et de faire une vérification éventuelle avec les deux autres cartes. Et donc ça vous fait deux transistors, des gros transistors qui transitent avec du 24, euh, ouais, c'est ça. Ils ont tous les deux 48, 24 Go par GPU. Donc en mettant 4, par exemple, bah, vous avez 48 fois 2, donc 96. Et donc ça vous fait justement un transistor avec une entrée et une sortie avec 24 Go.
Et donc c'est intéressant parce qu'après, si vous en mettez deux, ça vous fait un double transistor à 24 gigas entrée-sortie avec les portes nord, or, je sais plus trop, mais vous vérifiez sur Internet, vous verrez bien. Il y a quatre sorties sur un truc comme ça. Et donc, pour l'intelligence artificielle, c'est super intéressant. Et donc, ouais, Nvidia, justement, se concentre sur ses cartes professionnelles avant de sortir leur carte B770. Et je pense qu'elle sera moins chère que la, comment on appelle ça, ou au prix équivalent d'une RX 7600 XT. 16 Go. Donc, bah, faut attendre un petit peu ceux qui sont chez Intel. Ce serait une carte au niveau performance-prix, je pense, intéressante. En tout cas, la A770, elle est à peu près 50% moins rapide qu'une 5070 Ti. Donc, en gros, il faudrait limite un SLI de A770, mais ça apporte des inconvénients, le SLI. Parce que tous les jeux ne prennent pas le SLI ou le Crossfire, etc. Et donc, tous les jeux ne sont pas optimisés pour justement deux cartes. Et c'est pareil pour ceux qui pensent, ouais, bah tiens, je vais me prendre une B60, elle a un double 580, B580, et donc ça va être mieux pour les jeux. Non, pas vraiment. Parce qu'en fait, le BGPU, c'est pas un BGPU slidé, en fait. Et en fait, ils sont séparés, c'est deux blocs, en fait. Et donc, en fait, ils peuvent communiquer ensemble, mais ils fonctionnent indépendamment. Et donc, en fait, c'est pas un vrai SLI, en fait. Et donc, bah, en fait, pour l'intelligence artificielle, c'est bien. Une carte, c'est intéressant parce que bah, ça te permet justement de faire des gros calculs, etc. sur deux GPU, sur un seul emplacement. D'ailleurs, je crois qu'elle consomme que 300 watts, donc c'est pas énorme. Non, 400 watts, autant pour moi. 400 watts, ça consomme 400 watts. Donc, avoir deux cartes comme ça vous fait bah, 96 gigas de VRAM, mais sur 800 watts. C'est beaucoup. Mais avoir deux cartes comme ça vous permet justement d'avoir 4 GPU et de les faire fonctionner en mode transistor et donc avoir des flux de données de 24 gigas par seconde sur la VRAM. Et donc c'est super intéressant. Et donc bah, si on en met 4 parce qu'on peut les empiler par 4 et donc ça vous fait deux transistors à 24 gigas de sortie entrée. Et donc ça c'est super intéressant, surtout pour le deep learning, je crois que si je ne me trompe pas, bah, l'apprentissage profond en fait, c'est super intéressant. Bah, ils remettent ça un peu sur le tapis. AMD avait fait ça avec je sais plus quelle carte vidéo, mais ils avaient fait un BGPU aussi à une époque. Je sais pas si elle avait bien fonctionné ou pas, mais en tout cas, AMD avait fait ce genre de carte vidéo à BGPU. Et donc là, bah, Intel fait les B50 et les B60. Donc j'attends de voir ce que ça va donner sur l'intelligence artificielle. Euh, D'ailleurs, c'est pareil pour les, comment on appelle ça, les RX 7900 XTX. Elle est intéressante pour ses 24 Go de RAM, justement. Pour, je sais pas si, je crois pas qu'on peut les mettre en Crossfire, mais si c'est le cas, c'est intéressant pour justement de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle utilise beaucoup de calculs pour les algorithmes. Donc, elle a besoin de beaucoup de calculs bruts, en fait, de puissance brute, beaucoup de VRAM aussi. Et donc, bah, c'est intéressant. Et donc, bah, j'avais parlé de l'idée de mettre justement par exemple, Nvidia, pour moi, c'est une connerie d'avoir sorti leur 5060 en version 8 Go. Ils ont dû mettre 16 Go et puis c'est tout. Et la 5060 Ti à 16 Go, voire 20 Go. Et après, bah, mettre la 5070 à 24 Go, la 5070 Ti à 24 Go, non 28 Go, et la 5080 à 32 Go et la 5080 Ti enfin, à 36 Go. Ou par exemple, là, je sais qu'il y a des puces mémoire. Là, ils utilisent des puces mémoire à 2 Go par puce. Et donc, bah, s'ils mettent des puces de 3 Go, parce qu'ils existent, donc bah, en fait, les 24 Go, on peut les atteindre justement avec, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, avec 8 puces. 8 puces, vous avez 24 Go. Et donc, en fait, ça coûte moins cher en termes de matière et de composants, quoi. Et donc, bah, avec 8 puces, vous pouvez avoir 24 Go. Donc, par exemple, la 5070 avec 24 Go, ils auront pu mettre des puces de 3 Go. Et donc, bah, ensuite, par exemple, 24 Go, ils auront pu soit le passer à 27 Go ou mettre une autre puce à 2 Go pour faire ensuite. Et en fait, faire des paliers, en fait, par exemple, tu es à la 5060,
bah, tu commences à 16 Go, tu prends la TI, tu passes à 4 Go en plus, tu prends la 70 à 4 Go en plus, tu prends l'autre TI, la 70 Ti, tu as encore 4 Go de plus, et ainsi de suite. Et en fait, bah, tu arriverais justement sur la 5080 Ti avec 36 Go. euh, et donc, bah, justement, la 5090, certes, elle perd pas de valeur en soi, même si la 5080 Ti a la 36 Go, elle a 4 Go de VRAM en plus de la 5090, elle perd pas de valeur parce que en puissance, elle sera toujours plus puissante. Bon, certes, les écarts sont très minimes. Ça a du 5%, 5, allez, 8% maximum plus performante, mais elle est toujours plus performante en puissance brute. Mais après, s'ils sortent une version 5090 Ti, par exemple, ils auraient pu mettre 40 Go dessus pour justement pallier à la 5080 Ti avec 36 Go. Et donc, en fait, bah, on aura toutes les gammes 5060, 5070, 5080 et 5090 en version Ti aussi. Et donc, en fait, bon, ça ferait 8 cartes en tout. Et donc, comme je dis, bah, chaque palier 4 Go. Et même, je pense que ça doit exister. S'il y a des puces qui existent en 3 Go, et les 4 Go, ça doit forcément exister. Donc, bah, mettre 4 puces de 4 Go, bah, tu arrives à 16 Go. Et après, mettre une autre puce, et tu rajoutes une puce à chaque fois pour chaque modèle au-dessus, en fait. Et donc, bah, tu commences avec 4 puces. Après, bah, pour la TI, tu as 5 puces. Pour la 5070, tu as 6 puces. 6, après 7, après 8, 9, 10 et que je me trompe pas. Ouais, après, tu arrives à 10 puces. Et donc, 10 puces, bah, ça fait 40 gigas. Si tu es sur des puces de 4 gigas. Et donc, ouais, s'ils ont fait ça, bah, ça aurait été bien. Parce que 8 gigas, oui, pour la 1080p, peut-être. Mais pour les triple A, les 8 gigas, même en Full HD, sont utilisés. Moi, actuellement, avec mon PC, je suis à 4 gigas. Bon, c'est un PC d'occasion que j'ai payé 400 euros. Euh, je joue à War Z. Bon, c'est pas un jeu qui consomme énormément. Je joue à des petits jeux. D'Android, par exemple avec le Google Play sur mon PC, c'est pas ça qui va demander énormément de puissance graphique. Après, je joue à d'autres jeux comme Tiny, c'est ce truc de Borderlands. Je vais vous dire ça. Euh, alors, ouais, c'est euh, Tiny Tina Assault on Dragon. Bah, par exemple, ça passe sur du 4 Go. Ou Palia, ça passe aussi sur du 4 Go. Euh, Là, j'ai aussi Eternium, ça aussi, ça passe sur du 4 Go. Ou le jeu d'ailleurs sur Epic Games qui est en gratuit cette semaine, Dead Island. Ça, c'était la semaine dernière, mais Dead Island 2, il fonctionne sur du 4 Go. Dead, Deadloop, ça aussi, ça passe. J'ai aussi Jurassic World Evolution 2, ça aussi ça passe en 4 Go, mais je peux pas mettre les graphismes à fond. Généralement, je suis en moyen ou, euh, ou en élevé, en fonction du jeu. Par exemple, pour mon Command Conquer 3, la Furie de Ken, ça par contre, bah, j'ai tout à fond, hein. C'est un jeu de 2007, donc forcément, je mets tout à fond. Mais malgré ma 1650 Ti avec 4 Go, j'arrive à jouer à la plupart des jeux. Mais c'est vrai que au niveau, après, quand je veux monter, mettre en élevé, par exemple, bah, là, ça commence, j'ai des chutes pas des chutes, mais je descends en FPS et j'essaye de maintenir les 60 images par seconde. Par exemple, sur War Z, je tourne autour des 67 FPS et j'ai bridé le jeu à 60 images par seconde de façon à ce que le PC monte pas à 67 images par seconde et donc que la carte graphique chauffe moins et consomme moins et donc avoir moins de chutes de FPS. Comme ça, la carte graphique, elle est stable à 60 FPS et au moins s'il y a des grosses explosions, etc., la carte graphique, elle n'est pas sollicitée. Donc tu vas pas passer de 67 FPS à 60 FPS. Elle va rester constant à 60 images par seconde. Et donc, bah, bloquer justement ses graphismes, enfin son écran à 60 images par seconde permet d'avoir une meilleure stabilité. Par exemple, mettons, tu as une 5080, tu peux jouer imaginons que tu peux jouer à 144 Hz, et bah, passe ton jeu à 120 images par seconde. Passe-le pas à 144, tu le passes à 120, comme ça ta carte vidéo elle est moins sollicitée, ton processeur aussi d'ailleurs, et pareil pour la 2K.
ça te permet en fait d'avoir une stabilité et de moins consommer, que ça chauffe moins, et donc la longévité de ta carte graphique elle va durer plus longtemps dans le temps. Parce que si tu joues toujours à fond, avec les images tout à fond, etc., ta carte graphique va beaucoup chauffer, et donc en chauffant, bah, sa durée de vie diminue. Donc voilà. Donc brider un petit peu sa carte graphique, ça permet enfin de l'écran, le nombre d'images que tu as sur ton écran, permet d'avoir une stabilité et de moins consommer d'énergie, d'avoir une stabilité en fait en jouant. Moi, là actuellement sur le PC que j'ai, bah, je suis assez limité parce que j'ai 16 Go de RAM, et les 16 Go de RAM sont vite dépassés, surtout quand j'ai plein d'anglais par exemple ouverts et que par exemple je vais lancer un jeu ou un autre truc. Par exemple, si je joue à mes jeux Play, avec les jeux Google Play, et en plus que j'ai plein d'anglais ouverts et que j'écoute de la musique en même temps et que j'écoute une vidéo YouTube et tout, euh, bah, le PC, bah, il arrive à 80% de sa RAM ou à 90, et par moment, bah, j'ai des petits freezes. Euh, Avec celui-ci, j'en ai moins qu'avec le HP que j'avais avant, mais les 32 Go de RAM seraient les bienvenus. Donc bah, je pense que le prochain changement que je vais faire, je pense que je vais m'acheter un kit 2x16 pour passer à 32 Go de RAM sur le PC portable. Et faut que je change ma souris parce que bah, là, j'avais une Nemesis avant, que j'ai payé 30 euros. Bon, ça va, c'est pas très cher. Et je sais pas pourquoi, du jour au lendemain, euh, elle s'est éteinte. J'étais en train de jouer et pouf, elle s'est éteinte, je pouvais plus jouer. Et donc, bah, j'ai ressorti ma vieille Asus ROG que j'avais sur mon Asus Republic of Gamer, qui date de 2016 ou 2017. À l'époque, j'avais une 670 MX. En plus, elle était pas mal. D'ailleurs, j'ai encore la carte vidéo parce que la carte vidéo, elle était en MX, XMX. Donc c'est une carte vidéo en PCI Express. En fait, c'est un petit bloc, c'est un petit carré que tu branches et que tu peux débrancher. Et donc après, tu peux remettre une autre carte graphique. Par exemple, si j'aurais eu toujours le PC portable là, j'aurais pu passer sur une 680. J'aurais pu plugger une 5080 et ça aurait fonctionné. Mais j'ai gardé quand même la carte graphique, et j'ai vu qu'il y avait quand même des boîtiers où tu peux mettre justement ce genre de carte graphique dans des boîtiers externes, et donc bah, de la brancher, et avec un port HDMI, il me semble qu'il y a un port HDMI dessus, et donc d'utiliser la graphique. Donc bah, ça c'est un test que je vais essayer de faire, euh, pour justement voir si je peux utiliser encore ma 670 MX, même si c'est une carte qui n'est pas très puissante, hein, elle a que 1,5 Go de VRAM, mais ça reste toujours plus intéressant qu'une carte intégrée UHD par exemple. Certes, je sais pas, tu peux pas jouer à tous les jeux et ni rien, mais elle a de la VRAM, quoi. Elle prend pas, c'est pas comme les APU, ils vont prendre de la RAM sur ton PC, quoi. Par exemple, les cartes graphiques UHD sur les APU, ou même, par exemple, les 890M de chez AMD, par exemple, les AI 370 ou les 395 par exemple, et bah, ils ont pas ils ont pas de mémoire dédiée en fait. Donc bah, en fait ça prend dans la RAM. Et c'est pareil pour d'ailleurs, c'est pareil pour la Switch. Il me semble que la Switch elle a pas de carte vidéo dédiée. À moins que je me trompe là, donc bah, corrigez-moi dans les commentaires. Mais il me semble qu'elle a pas de mémoire dédiée. Donc c'est-à-dire sur les 12 Go, c'est trop la carte graphique elle prend 4 Go, et donc, en fait, au final, il nous reste que 8 Go pour jouer. Bon, certes, les jeux de Switch ne prennent pas énormément de jeux, mais quand je vois qu'il y a Cyberpunk 2077 dessus, bah, 16 Go de RAM sur la Switch 2, ça aurait été plutôt bien. Parce que bah, la PS5, par exemple, ou la Xbox Series X, par exemple, elle a 16 Go de RAM, et donc mettre 16 Go de RAM, ça n'aura pas coûté beaucoup plus cher, parce qu'elle a 12 Go, et en gros, ça leur a coûté quoi, 10 euros à tout casser. Un kit en 16 Go de RAM, 2x16, ça coûte, je crois que ça coûte 40 euros ou 50 euros, ça coûte que dalle, quoi. Et en mémoire interne, mettre 512, et avoir aussi une deuxième puce avec 16 Go, mais que avec le système d'exploitation. Et le système d'exploitation de chez Nintendo, justement, prend 9 Go. Donc, bah, 16 Go, bah, ça laisse de la marge pour les éventuelles mises à jour éventuelles sur le futur. Ça laisse toujours 7 Go en plus. Et donc, en fait, du fait d'avoir deux puces mémoire, une 512, bah, s'ils ont mis une 512 dedans, au lieu de 256, bah, en fait, ça aura permis de mieux protéger l'OS, parce qu'il sera sur une puce mémoire autre que la mémoire de la console. Et donc, en fait, bah, ils auront pu la protéger, par exemple, avec un encodage SHA-256, par exemple, ou plus, ou d'autres cryptages, par
exemple pour éviter le piratage. Et donc, bah, en fait, bah, les 512, bon, moi je dis 512 parce que c'est ce qu'ils auront dû mettre, et ça aura permis en fait justement d'avoir la pleine mémoire en fait de la console. Et donc en fait avec les 16 Go, bah, les 16 Go pour les mises à jour et tout pour le système, pour la Switch, et 512 pour les jeux, mais uniquement les jeux, bah, les jeux qui sont pas les jeux dématérialisés quoi. Et la force qui faisait Nintendo, bah, c'était les jeux justement en version boîte, euh, où tu avais tout dedans. Parce que là, par exemple, là, Mortal Kombat que j'ai acheté, j'ai dû télécharger 27 gigas de données. Euh, c'est pas normal. Et donc, bah, moi, je trouve ça dommage, surtout que c'est des cartes, c'est pas des CD. Donc, en fait, avec ces cartes-là, ils auront pu mettre un système où les mises à jour vont directement sur la cartouche et non sur la mémoire interne. Et ainsi, bah, par exemple, si un jeu fait 75 gigas, bah, tu prends une carte avec 128 gigas. Et donc, bah, certes, ça a un coût après en termes de production, parce qu'une carte de 128 gigas de mémoire interne coûte plus cher qu'une carte qui est que 4 gigas. Par exemple, un jeu indépendant qui va prendre 1 ou 2 gigas va plutôt prendre une carte Nintendo avec 4 gigas, ça suffit amplement, et donc bah, ça coûte moins cher. Et donc, bah, en fait, bah, ça a un impact après sur le prix. Par exemple, tu vas prendre des gros jeux qui vont te prendre 100 gigas ou même 200. Donc, ça veut dire qu'il faudrait une carte mémoire de 256. Donc, forcément, le jeu, bah, il sera plus cher. Il sera dans les 70 € par exemple. Mais ça se justifie parce que justement, tu as la totalité du jeu qui est dedans. Et donc, après, faire les mises à jour, et les mises à jour se mettent directement dans la carte de jeu. Et si il y a trop de mises à jour, etc., euh, les mises à jour, bah, ils mettent le maximum, ils remplissent la carte avec le maximum de mises à jour qu'ils peuvent. Et dès que, mettons, bah, il y a une mise à jour, mettons 1.1, tu sais qu'elle peut rentrer dedans. Et s'il a 1.2, elle n'a plus assez de place dans la carte de jeu, et bah là, ça va dans la mémoire interne de la console. Mais au moins mettre le maximum de mises à jour dans la carte avec cette option-là. Et justement, j'avais parlé justement de faire s'ils auront mis, parce que là c'est du Nvidia qu'ils ont mis en processeur, donc ouais, 16 Go 512 avec un dock avec 512 de stockage en interne, plus le Bluetooth et Wi-Fi dans le dock, et non sur la console, parce que en fait quand tu joues avec la manette, etc., tu joues avec le Wi-Fi et le Bluetooth de la console et non du dock. Et donc ça permettrait de, par exemple, de brancher bah, tous les switches, la Switch Lite, la Switch normale, la Switch OLED et la Switch 2 sur le dock, et donc avoir bah, tes quatre comptes de tes quatre consoles sur le dock, et donc avoir accès avec, par exemple, tu es sur ta Switch 2, tu peux avoir accès à ta mémoire, ta sauvegarde de ta Switch Lite, bah, tu peux accéder via ce compte-là à ta mémoire, et donc tu peux avoir quatre sauvegardes pour un même jeu, en fait, si tu as les quatre consoles, quoi. Et donc, en fait, ça ferait comme si tu avais un cloud sur le dock, et donc ça te permettrait en fait de partager tes sauvegardes plus facilement. Et par exemple, si ta mémoire est pleine sur ta Switch, bah, de vider ta mémoire sur le dock. Certes, bon, c'est pas l'idéal, ou mettre sur la carte micro SD Express là, parce que c'est des cartes spéciales maintenant pour, euh, pour la Switch 2. Et donc, ça va coûter un coup, ça va être beaucoup plus cher. Donc, ouais, ça aurait été bien, au minimum de mettre moins 512 et de mettre 16 Go de RAM, ça aurait été bien. Après, pour ce qui est du dock, bah, le Wi-Fi Bluetooth ne sera pas coûté beaucoup plus cher. Et, euh, et après, éventuellement, faire une version de Switch comme ça, avec 16 Go 512 à 500 €, comme ils ont fait, avec le Wi-Fi et les 512 Go sur le dock. Et pour la version entre parenthèses Pro, bah, une carte graphique, mettre par exemple une 3050 ou une 4050 à 75 watts. Et pareil sur la Switch, avoir une 3050 ou une 4050 en fonction bah, de la production, parce que bah, la console elle a été conceptualisée il y a des années. Et donc bah, quand ils ont commencé à faire les premières Switch en usine, quand ils l'ont designé, bah, c'était à l'époque des 3000, des versions 3000. Donc bah, une 3050, par exemple, quand tu es en mode portable, tu auras pu mettre 50 watts maximum sur ta carte graphique. Et s'ils auront mis justement le Snapdragon 8 Gen 3, mais au lieu de faire un Snapdragon Gen 8 Gen 3 avec un Prime
et 5 efficient core et deux processeurs basse consommation d'énergie. Par exemple, il a un prime core à 3300 MHz, 3,3 GHz, et il a encore 3 efficients corps à 3,3 GHz et deux autres corps à 3 GHz et deux processeurs à basse consommation à 2300 MHz. Et donc, bah, ce qu'ils auront dû faire, c'est changer l'architecture ce serait toujours euh, un Snapdragon 8 Gen 3, mais modifié. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un seul prime à 3300 MHz, bah, tu aurais eu deux primes à 3800 MHz, mais les trois efficients cœurs qui sont à 3,3 GHz, les trois efficients cœurs à 3 GHz, ils passeraient à 3. Donc, au lieu d'en avoir 5, tu passes à 4 parce que bah, l'efficient core, il est passé en prime. Donc, tu as 2 primes, 4 efficients à 3 GHz, 2 primes à 3,8 GHz et 2 efficients core à 2 GHz. Et donc, en fait, tu baisses les fréquences, bah, tu perds 300 MHz sur les basses consommations et tu perds sur les trois corps à 3,3 GHz. Tu passes à 3000 sur les 4 au lieu de 5. Et donc, bah, le cinquième, en fait, il passe en prime. Et donc, il passe à 3800. Et donc, en fait, bah, ça serait intéressant parce que, euh, par exemple, si tu joues à des gros jeux, bah, avoir deux gros cœurs à 3800 MHz avec 4 efficients à 3000 MHz et deux basses consommations à 2 GHz, c'est intéressant parce que ça permettrait, par exemple, les primes, ils permettraient de faire les grosses textures, les trucs bien lourds, etc. Les 4 efficients, eux, ça va être plus, par exemple, des textures moins lourdes. Et les deux basses consommations, ce sera pour, par exemple, afficher le texte, des trucs comme ça, des trucs beaucoup moins lourds, etc. Et par exemple, après, si t'as l'abonnement pour jouer aux jeux de Super Nintendo, Nintendo 64, euh, Game Boy, etc., t'as pas besoin d'avoir toute cette puissance. Donc après, avoir une option pour pouvoir désactiver, par exemple, tous les cœurs et laisser juste les basses consommations, les deux cœurs à 2 GHz, et donc jouer à tes jeux rétro gaming avec tes deux. Et en fait, bah, ça, ce serait un dual core à 2 GHz, et tu peux largement jouer à des jeux de 64, Super Nintendo, même la Wii, ça passerait, parce que bah, il y a toujours le mouvement, tu peux toujours jouer avec les trucs des mouvements. Et donc, bah, avec un dual core à 2 GHz, bah, ça fonctionne aussi pour la Wii, parce que la Wii, même la Wii U, elle ne demande pas énormément de puissance. Et donc, bah, ça te permettrait de jouer à tous tes jeux rétro jusqu'à la Wii U, juste avec deux efficients. Et à la limite, si tu trouves que c'est pas assez, tu peux toujours activer deux corps ou un corps à 3000 MHz en plus pour, si tu veux avoir plus de FPS éventuellement. Mais c'est surtout la carte graphique. Et en plus, faire ce genre de processeur-là, ce sera exactement comme le Snapdragon euh, 8 Gen 3. Au lieu de consommer 8 watts, parce que là, il consomme 8 watts, le version originale, il consommerait que 10 watts. Pourquoi? Parce que il y a quand tu calcules le global en gigahertz, il y a 200 MHz en plus. Donc, bah, il consommera à peu près 9 à 10 watts. Donc, c'est pas beaucoup hein, pour un CPU. Et donc, c'est un CPU de smartphone. Et donc, bah, 10 watts plus 50 watts, et ben on est à 60 watts. Et donc, ça fait un peu comme la ROG Ally qui est à peu près à 60 watts de consommation. Et donc, bah, on serait arrivé à un équivalent, en fait. Et en fait, après, la console, quand tu la dockerais, bah, t'as 3050 ou la 4050 passerait à 75 watts. Et donc, bah, les gens qui ont pris la version de base à 500 euros, bah, ils dockeraient leur console. La carte graphique passera à 75 watts, donc il gagnerait 25 watts. Et donc, tu auras plus de puissance sur la carte graphique. Et donc, pour le upscaling, bah, ce serait beaucoup plus intéressant. Et d'ailleurs, même pour l'écran, ils ont mis du Full HD, mais ça consomme de la batterie parce qu'il y a plus de pixels. Pourquoi ils n'ont pas mis un 720p? Ça aura consommé moins de batterie et mettre du OLED, c'est du 720p OLED, 120 Hz. Et là, bah, ça va consommer beaucoup moins de batterie. Et après, bah, de pouvoir aussi régler les réglages. Par exemple, si tu veux pas avoir du 120 Hz, tu passes à 60 Hz sur du 720p à 720p en OLED. Et ça va coûter moins cher parce que du 720p OLED comparé à du Full HD en LCD,
Certes, en plus, tu auras une meilleure qualité avec du OLED. Et la taille de l'écran fait que, bah, justement, vu que c'est un écran assez petit, hein, je crois que c'est 8,9. Donc, bah, 720p, ça passe encore. Et donc, après, bah, quand tu docks ta console et après, bah, que tu le mets sur ta télé, tu pourras mettre l'option Full HD et l'option 1440p ou 4K. Et donc, après, bah, tu peux faire du upscaling à partir du. Je sais pas comment ça va se passer au niveau du upscaling, mais s'ils font du upscaling à partir du 720p pour faire de la 4K, ça va faire plus de calculs. Donc c'est mieux de passer sur du Full HD et faire du upscaling après sur de la 4K, voire mieux prendre de la 1440p et faire du upscaling sur du 4K. Ça permet de faire moins de calculs et donc prendre moins de puissance sur la carte graphique. Et donc bah, les gens qui auront pris la version de base avec 16 Go 512, bah, et ils auront le dock avec la 512 de stockage, et le Snapdragon, etc., comme j'ai expliqué, et bah, à 500 €. Et qui voudraient avoir plus de puissance, bah, ils auront aussi la version entre parenthèses Pro avec la carte graphique intégrée dans le dock pour faire justement un SLI, justement, faire fonctionner deux 3050 à 75 watts. Et donc, bah, ça aura permis d'avoir des meilleures performances graphiques. Et donc, bah, en fait, quand on calcule, ça fait 150 watts plus après les 10 watts du processeur, donc on est à 160 watts. Donc après, bah, faut compter le Bluetooth, les SSD qui vont consommer un tout petit peu de watts en plus. Donc, bah, par marge d'erreur, on serait plus dans les 170, 180 watts. Moi, personnellement, j'aurais mis 200 watts, comme ça on est sûr, c'est un chiffre rond, 200 watts en montée large, parce que l'ensemble consommerait 60 watts, les deux GPU plus le CPU consommerait 60 watts, mais pour être sûr qu'il n'y a pas de manque de puissance, mettre 200 watts, et puis ça ne coûte pas beaucoup plus cher. Mettre 200 watts sur le dock, tu branches. En plus, tu auras besoin justement de ces watts en plus pour justement quand tu branches tu mets ta Switch, bah, elle se recharge en même temps. Donc forcément, ça va prendre des watts. Donc mettre 200 watts, c'est mieux. Parce que bah, ta console avec les deux cartes graphiques à 75 watts plus les 10 watts, euh, bah, ça fait 160 watts. Mais si la console en plus elle se recharge, donc là elle va consommer encore aussi des watts. Donc ouais, mettre 200 watts, ça aurait été bien. Et donc bah, les gens, ils auront eu le choix, ils auront eu le choix entre deux Switch, une avec le dock avec la carte graphique intégrée dedans, ou sans carte graphique. Donc il y aura une version à 500 € et une peut-être à 600 €, tu vois, ou 650. Et donc là, ils auront vraiment concurrencé la PS5. Parce que la PS5, elle est vendue avec 1 Tera de stockage et elle est vendue aussi avec 16 Go de RAM. Et donc, de faire ça, bah, ça aurait été bah, justement euh, intéressant parce que dans le sens où bah, le prix serait pas si cher que ça. Parce que quand tu vois une PS5 Pro, elle est à 750 €. Donc, mettre la Switch avec justement un SLI comme ça, avec deux 4050 ou deux 3050, 75 watts, tu auras fait une vraie concurrence comment on appelle ça, pour Sony ou même pour la Xbox. Après, je sais que Nintendo ne cherche pas la puissance brute, mais en faisant ce genre de choses, euh, ils ont quand même gagné quand même quelques comment dire, acheteurs, clients, quoi. J'aime pas le mot client parce que je trouve ça un peu péjoratif. Mais bon, ils auront trouvé des personnes qui l'auront acheté plus facilement. Et le prix aura été plus justifié si elle aurait eu au moins, même si elle n'avait pas le dock avec les 512 Go, au moins, même si on garde tout pareil, mettre au moins 512 en interne et 16 Go de VRAM. 16 Go de RAM, pardon. Et mettre une carte graphique dédiée avec 4 gigas. Comme ça, au moins, ça prend pas sur la RAM. Et justement, et justement l'option, comme je disais, pour désactiver certains cœurs avec un logiciel, par exemple, vous lancez votre jeu, euh, par exemple, vous voulez lancer, je sais pas, Super Mario 64 sur votre Switch 2, par exemple, et ben vous avez l'option sur le côté, vous avez une option avec un petit logo, je sais pas, processeur, et vous cliquez dessus, et après vous voyez tous vos processeurs, et vous pouvez désactiver ceux que vous avez envie, et ça vous laisse le choix. Après, bon, si vous désactivez tout et que vous laissez juste un seul efficient cœur sur de la N64, ça fonctionnera. Par contre, je garantis pas que le système
Bah, après, si ça fait tourner que le jeu et que le système est en arrière-plan, je pense pas que ça va faire bugger l'OS, parce que l'OS, à mon avis, il doit être assez léger. Il ne doit pas demander beaucoup de RAM, ni beaucoup sur le processeur, mais je pense que dans l'idéal, ce serait plutôt mettre les deux efficients, enfin, les deux basses consommations en processeur pour faire un dual core. Comme ça, il y a un processeur qui est pour le système et un processeur pour le jeu. Et justement, comme j'ai dit, avoir deux puces mémoire, un pour le système de 16 Go ou 32 Go, hein, et une de 512 pour les jeux. Ça aurait été bien. D'ailleurs, c'est comme les Game Key Cards, ils appellent ça comme ça. C'est une carte que tu achètes qui est vide, qui a juste t'as un code, tu la mets dans ta console et après tu dois télécharger un jeu. D'ailleurs, comme j'ai dit, le jeu Mortal Kombat, j'ai acheté, j'ai eu une mise à jour de 27 Go. Moi, j'aurais aimé quand même que les 27 Go soient dans la cartouche, quoi. Ça aurait été beaucoup mieux. Et s'ils auraient fait ce système-là de mise à jour, ou mettre même des cartes un petit peu au-dessus, par exemple, si vous avez un jeu qui va prendre, je sais pas, imaginons qu'il va prendre 16 gigas ou 17 gigas. Bah là, vous prenez une carte de 32 gigas, bah, il vous reste de la place quand même pour les mises à jour. C'est pareil pour Pokémon. Je vois Pokémon Perle et Pokémon Diamant, qui est justement sur Switch. Il prend 3 Go 7 sur la mémoire interne. Pourquoi les mises à jour ne se mettent pas sur la cartouche? Et en moins, la mémoire interne de la console, déjà, il n'y aura pas l'OS dessus, donc bah, vous avez la totalité de la place, et ce sera sur une autre puce. Et justement, les jeux que vous installerez sur justement votre mémoire interne, ce seraient les jeux dématérialisés. Par exemple, comme par exemple, comment on appelle ça, Fortnite. Par exemple, il n'existe pas, enfin, je ne sais pas s'il existe en version boîte. Je crois que si, mais je ne suis pas sûr. Mais enfin bon, il y a des jeux quand même qui n'existent pas en version physique. Parce que les éditeurs, ils n'ont pas les moyens de sortir un jeu physique. Et donc, bah, ça aurait été intéressant. Parce qu'en fait, il n'y aura que les jeux dématérialisés. Et que tous les jeux Nintendo soient des jeux où il y a la totalité du jeu dedans. Avec la possibilité de faire des mises à jour qui vont directement sur la cartouche. Mais bon, c'est un peu, comment on dit l'expression, pisser dans un violon, un truc comme ça, ou je sais pas quoi. Là. En gros, ça sert à tout ce que je dis, c'est un peu inutile parce que maintenant la console est sortie. Mais rien ne n'empêche que dans l'avenir, ils sortent un dock avec une carte graphique, la même carte graphique qu'il y a dans la Switch 2. Et justement, ça permettrait bah, par contre, il faudrait racheter un dock avec la carte graphique intégrée. Ou pourquoi pas ils sortent une, une 5060 dans un dock en externe. Bon, ça ferait un peu cher quand même pour une 5060 parce que c'est dans les 400 euros, donc le dock et tout, ouais, ça fait 400 balles le dock, ça fait cher. Mais donc, ouais, mettre par exemple une 4050 ou une 3050 dedans et bah, justement désactiver la partie graphique de la console et utiliser la partie graphique du dock. Et donc, en fait, bah, vous avez des meilleures performances graphiques en fait en jeu. Donc voilà, bon, j'ai un peu discuté un peu de ce que je voulais dire. Donc ouais, et à part ça, bah, mon cas, je suis plutôt content. Par contre, le son, il est un peu plat, si je peux dire, parce que j'étais plus habitué à des casques qui vont de 20 Hz à 23, 25 000 Hz. Et là, c'est du 20 à 20 000. Donc bah, je le ressens. Les boom boom, en fait, les sons un peu plus graves, euh, c'est pas les mêmes. C'est un son assez neutre. Et donc, bah, il est bien, mais je m'attendais à mieux, quoi. Surtout pour le live 775, quoi. Mais il reste intéressant, il tient bien la tête. En plus, là, c'est une prise jack que je peux débrancher et donc après me mettre en Bluetooth. Donc, bah, si je me barre et que je tire trop fort sur le câble, ça peut s'enlever. Donc, ça arrache pas, le PC part pas avec moi, quoi. Donc, bah, c'est plutôt pratique. Et bah, ça, là, mes écouteurs, les écouteurs Bluetooth ont 12 heures d'autonomie sur les écouteurs. Et après, j'ai 36 heures avec le boîtier. Donc, ça fait 48 heures d'autonomie en tout. Donc, en gros, je peux les recharger 3 fois, en fait. Donc, bah, il y a la batterie les 12 heures dans les écouteurs, plus les 36 heures dans le boîtier. Et donc, bah, je peux recharger 3 fois mes écouteurs. Et donc, en tout, j'ai 48 heures. Et le son est plutôt bon, hein, il est très bonne qualité. Donc, je suis plutôt content. Et après, bah, pour l'enceinte, bah, c'est pareil. Avec les vignettes, au lieu de l'avoir pour 60 euros, je l'ai eu à 30 euros. Donc, bah, je suis plutôt content. C'est comme ça, celui-là, ça coûte 100 euros normalement. Et je l'ai eu pour 60 euros. Donc, bah voilà. Et c'est pareil pour ce casque, hein. J'ai eu pour moins cher.
parce que j'ai utilisé les vignettes de Super U. Et c'est valable d'ailleurs jusqu'au 15, hein, pour ceux qui ont des vignettes et qui veulent avoir des réductions sur des casques ou des enceintes Bluetooth. Ça peut être intéressant à vous d'aller voir et de prendre ce qui vous plaît, quoi. Moi, en tout cas, je suis satisfait de cela. Le modèle au-dessus, parce qu'il y avait un autre modèle qui était à 100 euros avec les vignettes et donc qui était un peu plus cher, avait moins d'autonomie. Euh, donc j'ai préféré partir sur ceux-là parce qu'ils avaient 48 heures d'autonomie. Je peux le recharger 3 fois. Et je trouve ça assez bien. Le seul inconvénient, c'est que quand j'ai des écouteurs et que faut que quand je dois arriver, par exemple, quand je suis en magasin et que j'arrive en caisse, je retire un écouteur, je ne sais pas trop où le mettre, l'écouteur. Donc, en général, je le mets dans la poche. Mais disons qu'un petit fil qui relierait les deux, les deux écouteurs, de façon que je le fasse passer derrière mon cou, comme ça, quand j'enlève un écouteur, je peux le laisser pendouiller sur le côté. Ça aurait été bien. Mais sinon, enfin, je suis plutôt content de mes achats. Par contre, je suis dégoûté pour le casque Sony. Bon, après, je sais pas, j'ai payé cher, hein, j'ai payé 30 euros. Mais il était pas mal parce qu'il était de 20 Hz à 23 000 Hz. Donc, les boom boom étaient plus. Enfin, quand tu écoutes de la musique, le son était pas le même. Et je suis plus habitué aux casques qui vont de 20 à 20 000. J'ai toujours eu des casques qui allaient au-delà des 20 000. Par exemple, mon ancien casque avant celui-là, c'était un JVC. Pareil, il est à 22 000 Hz. Euh, L'autre que j'avais encore avant, il est à 23 000 Hz. J'avais un Sony pareil, il est à 23 000 Hz. Enfin, j'ai toujours eu au-dessus de 23 en fait, au-dessus de 20 000. Et donc là, avoir un casque qui est entre 20 et 20 000, je trouve ça un peu plat en fait. Ça manque un peu de boum, si je puis dire. Ouais, j'écoute de la musique. Mais sinon, je suis très satisfait du casque. Je ne l'ai pas encore testé en Bluetooth parce que j'utilise plutôt mon smartphone, j'utilise plutôt les écouteurs, hein. C'est plus petit, plus discret que le gros casque. Certes, avec le casque, tu as un meilleur confort, etc. Mais ces écouteurs-là, ils sont très bien, hein. Tu les mets, une fois qu'ils sont plugués, euh, le son est très bien, etc. C'est léger, tu les sens pas et tout. Ils sont vraiment cool. Et l'enceinte à 30, que j'ai payé 30 euros au lieu de 60 avec les vignettes, même si c'est la petite version, je peux vous la ressortir pour vous montrer. Euh, voilà, c'est celle-ci. C'est la petite JBL comme ça. Voilà. Et elle est plutôt bien. Là, tu peux l'accrocher là où tu veux. Par exemple, si tu as un sac. Si tu un sac à dos. Ah bah tiens, je l'ai allumé, ça m'arrête pas. Donc ouais, si t'as un sac à dos ou un truc, tu peux toujours l'attacher à ton sac à dos ou ton sac à main ou un truc du genre et avoir la musique dessus ou même l'accrocher, par exemple, le faire pendouiller. Par exemple, tu prends une petite ficelle ou un petit porte-clés et tu le fais pendouiller. Tu vois, tu trouves un truc et tu le fais pendouiller un peu en hauteur. Et donc, comme ça, elle reste en hauteur et les boom boom, en fait, ça fait pas vibrer ta table ou ton PC ou peu importe où tu le poses, quoi. Et donc, le fait de l'accrocher, c'est plutôt intéressant de l'accrocher. Et puis, en même temps, ça te permet d'éviter de le mettre dans le sac et donc prendre de la place, quoi. Mais ça, pareil, c'est pour quand je sors et c'est une meilleure qualité. Le seul truc que j'aurais aimé sur ce genre d'enceinte, c'est justement une prise jack, un peu comme ce style-là, d'avoir une prise jack et de pouvoir le brancher après sur un PC ou sur un appareil, euh, un appareil, par exemple, qui n'aurait pas le Bluetooth. Par exemple, si je pense au Raspberry Pi 1, qui n'a pas le Bluetooth, ça aurait été intéressant de brancher ça comme enceinte d'appoint dessus. Et du fait qu'il y a des batteries dedans, si j'ai une coupure de courant, par exemple, j'ai toujours accès à ça. Et donc, par exemple, tu prends un Raspberry Pi 02, tu lui mets une batterie dessus. Euh, Ça te permet, par exemple, si tu as une coupure de courant et tu prends un écran après externe en 15,6 pouces qui existe, c'est un écran de PC portable, mais avec une batterie interne, et tu le branches sur ton Raspberry Pi 0 avec la batterie qui est dans l'écran, plus la batterie qui est dans le Raspberry Pi, et tu mets ça comme enceinte en filaire, si j'aurais pu. Mais bon, là, avec le Raspberry Pi 0, tu as aussi le Bluetooth, donc après tu peux le mettre, et donc si tu as une coupure de courant, tu peux toujours utiliser ton PC sans le Raspberry Pi, en fait, 0, le 02, ou même le Raspberry Pi 5, 16 Go, tu mets une batterie un peu plus importante parce qu'il consomme un peu plus, il consomme 5 watts, je crois, ou 6 watts, bon, c'est pas énorme,
mais tu prends les accumulateurs ça ressemble. Où j'ai mis je sais plus où je l'ai mis. Mais en gros, ah, c'était voilà. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais ça fait un peu là, cette taille-là, en fait. On voit un peu à l'intérieur qu'il y a une batterie dedans. Bah, ces batteries-là, comme ça, de cette taille-là, là, bah, vous pouvez jusqu'à avoir 10 000 milliampères. Donc, bah, mettre 2, voire 4, 5, 6, et après mettre le bon voltage, et après mettre juste un convertisseur qui va convertir au bon voltage pour le Raspberry Pi, permettrait justement d'avoir un Raspberry Pi portable. Et donc, bah, le Raspberry Pi Zero, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est justement, j'aimerais bien créer justement un Raspberry Pi euh, téléphone. En gros, mettre un écran, une batterie et l'utiliser comme téléphone. Après, brancher en USB, mettre une carte SIM et après l'utiliser comme téléphone éventuel. Ou pourquoi pas utiliser comme un Talkie-Walkie. En gros, dans le sens où s'il y a une deuxième personne qui a aussi le même modèle, en gros, j'en crée deux. Et via Wi-Fi, bah, tu peux mettre dans ta poche et tu prends par exemple tes oreilles Bluetooth avec comment on appelle ça, ton micro parce qu'il y a un micro dessus, même sur les petits écouteurs. Et donc, ça te permettrait de, par exemple, si tu es par exemple, dans un magasin avec quelqu'un ou au marché ou autre, où il n'y a pas une grande distance, puisque le Wi-Fi, ça va à peu près à 100 mètres à peu près, bah, vous pouvez toujours parler gratuitement sans passer par la ligne téléphonique, en fait. Et vous passez directement par le Wi-Fi. Et donc, bah, vu que c'est 100 mètres et 100 mètres, bah, ça fait 200 mètres. Mais bon, après, au-delà de 200 mètres, il faut imaginer que c'est une bulle en fait. Le Wi-Fi, c'est une bulle en fait. Ça s'est mis partout et ça aussi, ça rebondit sur les murs. D'ailleurs, si vous avez une maison conteneur, le Wi-Fi, c'est déconseillé hein, parce que vu que le conteneur c'est en métal, ça va limite créer limite un effet micro-ondes. Donc, à éviter quoi. Par contre, l'avantage des maisons conteneurs, c'est que vous pouvez complètement isoler des ondes, les ondes Wi-Fi, 4G, etc. Donc après, bon, faut avoir aussi après les volets en métal, genre que tu plugues sur tes volets, sur tes fenêtres et tes portes pour justement être complètement hermétique à toute onde électromagnétique. Et donc, bah, pareil, ta box, bah, tu la mets en RJ45, tu passes pas par le Wi-Fi, quoi, pour pas faire un effet micro-ondes. Et donc, bah, c'est plutôt intéressant donc voilà. Donc, c'est mon futur projet de toute façon d'avoir une maison conteneur et pourquoi pas après faire un habillage chalet. Donc bah, ça ferait une isolation en plus. Donc c'est plutôt intéressant. Donc pour l'instant j'économise. On verra bien où ça va amener. Mais en tout cas, je mets toutes les chances de mon côté pour que dans 5 6 ans, je serai propriétaire d'une maison et d'un terrain. En tout cas, le terrain, ça va être en premier. C'est ma priorité numéro un. Parce que ça, dans le sens de ça va me sauver un petit peu la vie en quelque sorte parce que bah, ça va me permettre d'avoir une activité et de ne pas tomber dans la dépression. Donc, avoir un terrain sera intéressant, faire du potager, etc. Avoir une serre avec mes semis qui va me permettre justement d'avoir mon potager de 200 mètres carrés, d'avoir aussi mes 100 arbres fruitiers, 50 arbres, donc 100 arbres fruitiers, mais 50 variétés différentes, mais en deux, c'est-à-dire deux pommiers, deux poiriers, deux machins, pour la pollinisation. Et 200 mètres carrés de potager. Et une serre pour les semis, pour le potager. Et une partie des semis que je vais vendre, et si je n'arrive pas à les vendre, bah, je les mettrai dans mon potager, c'est pas grave. Et une deuxième serre où je vais faire pousser du chanvre CBD, qui est complètement légal, hein, qui respecte la loi, pour ensuite vendre les fleurs. Ensuite, bah, quand je vais faire on appelle ça pas le curing, mais le découpage, bah, pour couper un peu les têtes bien comme il faut pour que ce soit bien propre à la vente. Bah, ça s'appelle de la trim. Et ces trims-là, où les têtes trop petites, bah, je vais les garder pour moi, pour ma consommation éventuelle. Et les têtes, je vais les revendre. Après, les prix, je ne sais pas trop encore combien je vais mettre les prix. Mais quand je vois sur Internet que certaines variétés, ils vendent ça à 1 euro, 1 euro le gramme pour des têtes de CBD. Après, je ne sais pas le taux de CBD qu'il y a dedans. Ils disent pas, ils précisent pas, c'est ça qui est dommage. Mais en tout cas, sur mes variétés de CBD que je vais faire pousser, je garantis 20% de CBD. Donc, ce sera 20% minimum. Je garantis 20% de CBD. Euh, et ensuite, bah, je vais essayer de faire mes petites expériences avec la Ruderalis.
c'est du chanvre sauvage qu'on trouve beaucoup en Russie, qui résiste au climat froid. Donc, bah, c'est plutôt intéressant. Donc, bah, croiser certaines variétés de chanvre, par exemple la Purple CBD, qui a 17% de CBD, mais que je pourrais croiser avec une Rudéalis, par exemple, ça me donnerait une Rudéalis un peu plus grande, parce que la Rudéalis taille adulte fait maximum 80 cm, voire 1 mètre grand max. Elle n'est pas très grande. Donc après le croiser avec, par exemple, une Purple CBD, euh, donc il y a pas de, le THC qui est dedans est minime, hein, c'est moins de 1%, hein. Donc, et donc bah, ça me permet d'avoir une plante sauvage, du Rudéalis violette, parce que là serait la purple. Ou par exemple la watermelon là, qui est rose, bah, je vais essayer de faire des hybrides pour atteindre après le seuil de THC légal, mais avoir une plante rudéalis ou de l'indica rose ou violet. Moi en fait c'est ça qui m'intéresse. Je vais essayer de faire du bridage de chanvre pour avoir justement aboutir à une plante stable qui est pas trop grande, qui dépasse pas les 1 mètre 50 maximum. Je veux pas une plante qui fait 3 mètres de haut comme la sativa qui peut monter jusqu'à 5 mètres de haut. Non, je veux pas de ce genre de truc, ça devient limite un arbre. Je veux plutôt un truc petit, parce que la rudéalis elle est petite. Donc un petit, une petite plante, mais qui va plus partir en buisson. Essayer de la faire partir en buisson pour qu'elle soit un peu plus large. Mais elle sera pas très haute. Et donc bah, en fait, bah, je vais essayer de créer un hybride, une variété de CBD. Plus il reste CBD, mieux ce sera, hein. S'il y a plus de 20%, même 30%, bah, tant mieux. Mais il faut que je respecte la loi au niveau du THC. Et donc, bah, en fait, je vais essayer de créer une variété de CBD qui sera rose, violet. Donc, bah, ce sera ma marque de fabrique. Et bah, comme ça, je me distinguerai des autres vendeurs de CBD. Après, bah, il faudrait juste que je passe un diplôme, enfin c'est un truc d'agriculteur en fait spécial pour que ce soit légal, pour que je puisse vendre mes fleurs de CBD. Ensuite, pour ce qui est de la police, bah, il n'y a aucun problème. C'est marqué dans la législation, j'ai le droit de faire pousser des plantes qui ne dépassent pas les 0,3% de CBD. Après, bon, si ça dépasse, si c'est à 0,5, 0,6, c'est pas un drame, hein. Ils vont pas me faire chier pour 0,3 grammes, enfin 0,3%. Donc, voilà quoi. Moi, je vais être très honnête, hein. Moi, je vais plutôt suivre la loi suisse qui autorise jusqu'à 1%. Je vais essayer de ne pas dépasser les 1%. Même je sais que la France, c'est la loi la plus restrictive au niveau THC. Par exemple, en Italie, eux, c'est 0,6, hein. En Suisse, c'est 1%. Mais moi, je préfère suivre la voie de la loi suisse parce que justement, je pense que le chanvre, quand on le fume ou qu'on utilise des vaporisateurs où on met en fait on graine du chanvre et après en fait il y a un compartiment qui est mis, c'est comme les Vulcano mais en version cigarette électronique. En fait tu mets 0,3 grammes à 0,5 grammes de chanvre et en fait ça chauffe et en fait c'est de l'air chaud, c'est pas de la combustion et donc bah, c'est beaucoup mieux pour la santé. Et donc bah, je vais expliquer justement bah, les lois suisses. Donc bah, si c'est à 0,9, bah, ça va, c'est pas énorme, hein. Et je pense que justement, le chanvre, faire un chanvre justement le THC qui est dedans, c'est pour pas que les autres animaux la bouffent. C'est un moyen de défense, hein. C'est comme le tabac, la nicotine qui est dedans, c'est un moyen de défense. C'est pour se défendre des prédateurs herbivores, pour pas qu'elles se fassent bouffer. Et donc, bah, le THC, c'est pareil. Quand le chanvre se fait bouffer par un herbivore, bah, il a pas envie d'en rebouffer parce qu'après, il ressent les effets et il a plus envie d'en bouffer, quoi. Et bah, c'est un moyen de défense. Et donc, j'ai essayé de créer une variété justement de CBD qui aurait au minimum 20% de CBD. Et si je peux réussir à faire du 30 ou même 35%, si j'arrive à faire mieux, je sais qu'en THC, ils arrivent à monter jusqu'à 32 voire 33% de THC. C'est énorme. Moi, je vous déconseille de faire ça. Si vous avez une variété sur le marché noir, vous arrivez à trouver du 30%, moi, je vous conseille fortement de prendre 3 grammes, par exemple, de fleurs de CBD et de rajouter bah, un seul gramme de ce cannabis, enfin, ce chanvre, euh, à 30% et de le mettre avec 3 grammes de fleurs de CBD et de grinder justement ces 4 grammes
pour avoir mélangé et puis justement pour justement diminuer le taux de THC. Mettons de 2 grammes par exemple, si vous mettez 2 grammes, en tout ça vous fait 3 grammes, donc ça vous fait descendre le taux de THC à 10%. Donc si vous mettez 3 grammes, etc., bah, après vous pouvez descendre le taux de THC. Moi je vous conseille fortement de fumer du cannabis avec un taux de THC élevé. Euh, D'autant plus que je comprends pas parce que aux États-Unis, ils vendent justement des fleurs de cannabis avec 30% de THC, mais il y a très peu de CBD. Alors que c'est une synergie. Le CBD, il est utile. Bon, après, il y a plus de 400 molécules dans le chanvre, mais je veux dire, le CBD, il a quand même une utilité. Ça va être un anxiolytique, et plus tu vas monter en THC dans ta plante, et plus tu as des risques de faire de bad trip et de faire des angoisses, etc. Et donc, avoir une plante qui, par exemple, qui a 10% ou 5% de THC, mais qui a un taux de CBD qui a 20 ou 30%, bah, c'est beaucoup plus intéressant qu'une plante qui aurait, mettons, 20, qui a 20% de THC et que 5% de CBD. Vaut mieux avoir plus de CBD que de THC. Donc, c'est-à-dire, si une plante elle a 10%, tu as 30% de CBD, là, c'est plus intéressant parce que le CBD va faire un effet anxiolytique sur le THC. Donc, bah, c'est beaucoup plus thérapeutique, je peux dire. Et donc, pour moi, le chanvre idéal à fumer, qui soit pas trop fort, etc. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, en fumant du chanvre, etc., ils vont passer sur des drogues dures, etc. Non, bah non. J'en ai fumé pendant 15 ans, je suis pas passé sur de la cocaïne, hein, ni de l'héroïne, hein. J'ai pris une fois des amphétamines et encore c'était un cacheton et demi. Donc ça veut dire que je suis arrivé le vendredi. Le vendredi, j'en ai pris un demi cacheton. Le samedi, j'en ai pris un demi cacheton et le dimanche, un demi cacheton. J'en ai pas pris énormément. Et après, quand j'ai vu enfin pas le bad trip, mais l'angoisse que je ressentais après la descente, j'en ai plus jamais repris. Parce que bah, c'était trop violent. Donc moi, je suis resté juste sur justement le chanvre, le cannabis, quoi. Et j'ai pu arrêter là, ça fait 1 an que j'en ai pas fumé. Et bah, ça se passe très très bien. Il suffit juste que j'occupe mes journées et ça se passe bien. Et puis je ressens pas du tout de manque. En fait, ce qui rend dépendant ce que les experts, soi-disant, qui disent que le THC rend accro, c'est faux. C'est le tabac que vous mettez dedans. Donc si vous roulez j'incite personne à fumer, hein, bien sûr. Mais si vous voulez fumer, mettons, du cannabis avec du THC, mettez pas de tabac. Mettez plutôt de la trim, par exemple, la trim de CBD ou des fleurs de CBD. Vous remplacez ça par le tabac, en fait. Enfin, je veux dire, vous enlevez le tabac, vous mettez de la trim de CBD ou des fleurs de CBD, étant impur, comme ils vendent en Rolls au bureau de tabac. Vous faites ça impur comme ça et vous rajoutez un peu de votre, euh, votre cannabis que vous avez acheté au marché noir. Et ça permet justement de ne pas avoir de tabac, de ne pas avoir la nicotine, ni les additifs alimentaires, etc. Et toutes ces merdes. Et bien sûr, vous avez toujours la combustion qui est quand même toxique. Je déconseille aussi aux mineurs de fumer, hein, bien sûr, parce que votre cerveau, il faut savoir qu'il est en développement, et c'est très important de préserver votre santé mentale. Moi, personnellement, moi, la première fois que j'ai fumé du cannabis, ça a 20 ans. Non, le tout premier, c'était à 16 ans. Mais encore, j'avais tiré 4 lattes. C'était un Noël ou un Nouvel An. J'étais avec ma sœur. Et ben, il y a un pote à ma sœur qui m'a proposé. Et justement, elle était complètement éméchée, quoi. Et elle me dit, ouais, mais mon frère, il fume pas, machin et tout. Et c'est vrai que je fumais même pas la clope, quoi. Et bah, j'avais tiré 2, 3 lattes sur un joint de hashish. Et en plus, j'avais beaucoup bu et tout. Bon, ça a fini où j'ai vomi et tout. Mais bon, enfin, une soirée normale, quoi, si je puis dire. Maintenant, je bois quasiment plus. Les seuls moments où j'ai boire, bah, par exemple, là, le mariage à ma sœur, bah, j'ai bu un peu, ce qui est normal, mais j'ai pas bu énormément. J'étais pas ivre. Le lendemain, j'avais pas mal au crâne ni rien, tu vois. Je vais boire 2, 3 verres maximum, mais pas plus, quoi. Quand je sens que je commence à avoir une ivresse, j'arrête de boire. Parce que je me mets une limite pour pas être complètement à plus pouvoir marcher ni rien. En gros, comme ils disent, se mettre une mine, quoi. Ou se mettre complètement ivre, quoi. Par exemple, je vais prendre une bière de 9,6, là, les plus grosses bières, par exemple, en 50 centilitres, j'en bois une seule, moi je suis ivre, hein. Je bois tellement peu, je vais boire juste au Nouvel An et à Noël. Et en général, à Noël et au Nouvel An, je bois que 2 verres de whisky, peut-être 3 maximum, mais c'est tout. J'en bois pas plus. Après, je bois de l'eau, du coca ou autre. Il y a vraiment une limite que je me mets sur l'alcool. Euh,
Ouais, Noël, Nouvel An, ou éventuellement des anniversaires, un mariage, des choses comme ça. Mais par contre, si je vais en sortie avec des amis, etc., je prends jamais de bière ou d'alcool ou quoi que ce soit. C'est toujours un coca, mais surtout le coca en général, parce qu'il y a de la caféine et ça booste un peu. C'est un peu comme un café, quoi. Je vois le coca un peu comme un café parce qu'il y a de la caféine. Ou peut-être une Red Bull, par exemple, qui va être un stimulant, quoi. Je vais pas prendre d'alcool. Je bois jamais tout seul ou je bois pas si c'est pas un événement, quoi. Donc, moi, je bois extrêmement peu. Donc, ça va être quoi? Deux fois, voire peut-être trois fois dans l'année, mais c'est tout. Et je me limite vraiment. Par exemple, une bouteille de whisky, moi, ça va me faire limite 3 ans la bouteille, quoi. Une bouteille de 75 centilitres, elle va me faire au moins 3 ans, quoi. Si j'en ai une chez moi, quoi. Ou à moins qu'il y a des potes qui viennent chez moi et qui me demandent un verre, et bon, là, c'est sûr, la bouteille elle va partir plus vite. Mais si ce serait moi tout seul sur une bouteille, moi, je peux tenir 3 ans sur une bouteille de 75 centilitres. Si tu en as une bouteille de whisky, je tiens 3 ans avec, hein. Deux, trois verres pour le nouvel an et Noël, c'est amplement suffisant. Surtout que faut savoir que 4 centilitres de whisky, c'est équivaut à 0,5 taux d'alcool dans le sang. Donc si vous buvez plus de 4 centilitres de whisky pur, vous ne pouvez plus conduire. Donc voilà. Euh, pour ce qui est le vin en général, c'est 25 centilitres. Au-delà, vous dépassez le seuil légal en fait, pour conduire. Voilà, donc faut faire attention parce que faut savoir que les accidents de la route, ça arrive beaucoup avec l'alcool. Beaucoup aussi comment on appelle ça, de spécialistes, soi-disant, ils disent comme quoi le cannabis est dangereux, mais moi je dis que non, oui, pour revenir dessus, justement, remplacer le tabac par de la trim ou des fleurs de CBD, et justement, comme ça, vous n'avez pas toutes les merdes du CBD. La trim, en plus, vous pouvez pour l'avoir pour moins cher que le tabac. Par exemple, un paquet de 30 grammes de tabac, vous allez le payer 15 euros. Alors que pour de la trim, pour 30 grammes de trim, vous pouvez l'avoir pour dizaines d'euros. Vous cherchez sur Internet, hein. Comme j'ai dit, hein. J'ai même trouvé de la trim. Bon, elle est plus en vente. J'ai regardé sur le site, elle est partie. Il y avait 1 kilo de trim pour 200 euros. Ça revient à 20 centimes le gramme. Donc, quand il faut à peu près un gramme et demi pour faire rouler un joint, si je puis dire, euh, un joint en mettant que du pur de trim, et après vous mettez un peu de votre taché, si vous fumez du taché, mais ça revient beaucoup moins cher que le tabac en fait. Donc, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, moins cher que le tabac, et vous n'avez pas les additifs ni la nicotine qui va rendre accro. Et ne croyez pas les gens qui disent ouais, ça va faire partir de drogue dure, ça va pas protéger les mineurs et tout. Moi, je pense que si on légalise le cannabis, justement, ça va justement les mineurs de moins de 21 ans, parce que je ne mettrai pas 18 ans pour le THC, justement, le plus tard possible. Déjà, laisser la cigarette et le chanvre à CBD pour les 18 ans et, euh, et l'alcool et le THC pour les 21 ans. Comme ça, toutes les personnes qui ont le permis à 18 ans, tolérance zéro pour le THC et l'alcool. Et donc, en gros, toutes les personnes entre 18 et 21 ans, ce sera tous des SAM, en fait. Ce sera ce qui conduira tout le monde qui sera en train de. Tous les plus âgés qui auront 21 ans, ils buvront, mais toi, tu seras au cas et voilà. Bon, c'est pas un drame. Et puis, c'est mieux pour la santé. Parce qu'il ne faut pas oublier que le cerveau est en pleine maturité à 25 ans. Donc, le plus tard, c'est mieux. Donc, voilà. Donc, si vous fumez du THC, prenez pas du 30 grammes, coupez-le avec des fleurs de CBD pour avoir moins de THC si vous tombez sur du 30 grammes. Euh, vous serez beaucoup mieux. Surtout que vous aurez les bienfaits du CBD et vous aurez aussi les bienfaits du THC parce que le THC, ça n'a pas aussi des mauvais effets, bien sûr. À petite dose, c'est très bien. Faut que ce soit un truc qui te pose, pas qui t'endorme. Parce que j'en ai vu, j'ai déjà fumé, hein, et quand j'en fumais, parfois, je m'endormais sur place, quoi. Ça sert à rien, t'es plus productif, t'as plus envie de rien, c'est nul, c'est absurde. Donc, vaut mieux prendre un truc, tu vois, tu le coupes avec des fleurs de CBD et que tu fais chuter le taux de THC à 5% et d'en fumer un, et ça va te coûter même moins cher parce que les fleurs de CBD coûtent moins cher que le THC que tu achètes
les fleurs de THC, de cannabis, au marché noir. Et donc en légalisant justement, et avec justement cette carte spéciale que j'avais parlé, ça permettrait justement de... Bah, faudra envoyer une photocopie de ta carte d'identité pour montrer que tu es bien majeur et que tu as bien 21 ans, etc. Et ce sera uniquement pour ceux qui ont 21 ans, auront leur carte de consommateur. Et comme j'avais expliqué, ça permettrait de, quand tu vas dans un dispensaire, de mettre ta carte et au moins tu sais que il saura quelle variété tu as consommé, etc. Et il pourra te proposer des variétés qui soient similaires ou avec un taux de THC similaire. Et au moins, si tu prends tes 5 grammes comme ils ont fait aux États-Unis, tu as le droit à 5 grammes par jour. Et donc, et jusqu'à 150 grammes après chez toi. Donc, en gros, tu peux prendre 5 grammes tous les jours pendant un mois et après avoir 150 grammes chez toi. Mais en général, tu les fumes. Moi, en tout cas, quand je fumais beaucoup, le plus haut que je suis monté en termes de quand je fumais, j'ai fumé une plaque de hache par mois. Donc, 100 grammes, quoi. Donc, c'est pour dire à quel point j'étais. Je fumais énormément. Et bah, ça fait à peu près 2 à 3 grammes par jour, quoi. Donc, quelqu'un qui fume 5 grammes de weed de chanvre par jour, c'est beaucoup, hein. C'est un gros fumeur, quoi. Et puis cette carte-là permettrait justement que, une fois que tu as tes 5 grammes dans ce dispensaire-là, qui va pas dans un autre dispensaire et redemander 5 grammes. Parce que bah, c'est 5 grammes par jour par personne. Parce il y a des gens, genre, tu vois, ils seront capables de faire tous les dispensaires pour avoir 5 grammes, 5 grammes, 5 grammes, pour avoir un gros truc, pour avoir beaucoup. Bon, je sais pas pourquoi ils font ça, mais bon, il y en a qui le font, hein. C'est comme quand la codéine n'était pas sous ordonnance, hein, il y en avait qui faisaient toutes les pharmacies pour avoir plein. Ils demandaient genre 2, 3 boîtes de codéine et justement ils faisaient toutes les pharmacies justement pour avoir plein de boîtes de codéine pour se défoncer à la codéine. Bon, bah, donc là, avec cette carte-là, ce sera ta carte de consommateur et tu auras le droit à 5 grammes par jour. Et si tu vas dans un autre dispensaire, bah, tous les PC seront en réseau justement, comme ils font à la pharmacie justement. Avec les pharmacies, les comptes sont liés, donc ils savent, via ta carte vitale, ils savent ce que tu prends comme médicament, etc. Donc bah, en fait, il n'y aura pas de tricherie en fait. Donc, en gros, tu n'iras pas dans un dispensaire A pour aller après dans un dispensaire B pour avoir encore 5 grammes. Et donc faire un espèce de trafic. Après, ils vont me dire, oui, mais ça va pas empêcher le marché noir de continuer à fonctionner. Oui, oui, bien sûr. Il y a aussi du trafic de cigarettes, c'est sûr. Mais au moins, je pense que bah, les mineurs, les personnes qui ont moins de 21 ans seront euh, mieux protégées. Et je pense qu'une personne se sentira plus en sécurité d'aller dans un dispensaire, mieux conseillé. Il y aura des gens à l'écoute qui seront là pour les écouter et les conseiller, justement, que comparé au marché noir, où quand tu es au marché noir, je ne vais pas dire le mot dealer parce que je trouve ça un peu péjoratif, mais bon, le dealer, quoi, quand ils vendent pas forcément que du chanvre ou du hashish. Ils vendent aussi, par exemple, de la cocaïne ou de l'héroïne, ou des amphétamines, ou MDMA ou autres. Et donc, bah, ça peut faire des dérives. Et justement, les gens, le dealer, il peut dire, voilà, tiens, ouais, t'as été sympa, tu m'as acheté, je sais pas, 30 ou 40 grammes de cannabis, tiens, je t'offre un gramme de cocaïne, tu vois. Il dit, ouais, je te l'offre. Mais en fait, tu vas la prendre, toi, tu te dis, oh cool, il m'a donné et tout. Et donc, tu vas commencer à le prendre, tu vas sniffer pour se tester parce que bah, tu es curieux. Et en fait, bah, ça, tu vas devenir accro. Et peut-être pas la première prise, mais en tout cas, toi, tu vas sentir une première sensation et tu vas en vouloir. Et c'est à partir de là où tu vas commencer à rentrer peut-être dans un cercle vicieux. Et dans les dispensaires, justement, il n'y a pas cette proposition des autres drogues. Et donc, bah, justement, avoir un dispensaire, déjà, c'est plus sécure. Tu sais ce que tu achètes, tu sais la variété, tu sais la qualité. Tu as des gens qui te proposent des variétés, tu as plus de choix, tu sais d'où ça vient, tu sais où ça a poussé. Et je suis pour aussi l'autoproduction, d'avoir 3 à 4 pieds que tu as le droit de faire pousser chez toi, de façon à que si tu fais de la bonne qualité, que tu puisses vendre au dispensaire. Pas faire comme ils ont fait en Hollande, ou par exemple les coffee shops, quand quand ils récupèrent de la marchandise, bah, on ne sait pas d'où ça vient. Ça vient comme par magie. Alors que quelqu'un qui produit 4 pieds de THC, par exemple, et pourrait les vendre à un dispensaire qui lui rachète bien sûr moins cher que lui ce qu'il va revendre, mais toi, ça te ferait de l'argent, et cet argent-là, bah, faudrait que tu la déclares, ce serait considéré comme un revenu. Et donc, bah, et puis les dealers, faut pas croire, mais les dealers qui vendent comme ça au marché noir, s'ils rendent légal le cannabis, justement, eux, bah, ils seront contents. Pourquoi? Parce que justement, eux, ça leur permettrait justement peut-être d'ouvrir une entreprise et donc de créer de l'emploi.
Ils vont pas rester dealers dans eux, ça les fait peur, hein, eux aussi d'être dealers, hein. Ils savent pas qu'il y a la police qui peut arriver du jour au lendemain chez eux. Il peut y avoir un mec qui est pas content, qui défonce ta porte pour le braquer, pour voir sa marchandise. Tu peux travailler dans la rue, le mec il est pas content parce qu'il a mal été, il a eu quand il a payé, il n'a pas eu la quantité qu'il aurait voulu avoir, donc il n'est pas content. Je sais pas, tu peux te faire buter en tant que dealer. Donc, alors que quand tu es dans un dispensaire, bah, tu as tes préfixes, tu as un magasin, c'est légal, tu payes des charges et tout. Et en plus, tu peux embaucher des gens, donc ça fait de l'emploi. Et ceux qui vont comment dire, aller sur le marché noir, ça va plus être ceux qui auront moins de 21 ans. Mais tout ça, après, c'est aussi la responsabilité des parents. Par exemple, les parents, s'ils voient leur enfant fumer du cannabis devant eux, bah, c'est à eux de leur dire bah, que c'est pas bon pour leur santé, etc. Après, je sais qu'il y a la curiosité, etc. Il y a aussi l'interdit qui fait que tu as envie de tester. Et donc, le fait que ce soit légal, comme on peut voir dans les autres pays, comme en Hollande, etc., le taux de personnes qui fument du cannabis a diminué depuis que c'est légal. Donc, en légalisant le cannabis, justement, bah, je pense qu'il y aura moins de fumeurs et de dépénaliser les autres drogues. C'est-à-dire que si tu te fais arrêter par la police avec de la cocaïne ou de l'héroïne, bah, ils te confisquent justement ta cocaïne et ton héroïne ou toute autre substance autre que le cannabis, parce que le cannabis serait légal, mais bah, ils te confisquent, mais tu n'auras pas bah, peut-être éventuellement une amende ou peut-être tu dépénalises. Non, il n'y aura pas d'amende, mais au moins ils te confisquent ta marchandise, quoi. Euh, c'est tout, sans amende. Et après, ils te laissent partir, quoi. Je veux dire, il y a pas de, tu t'es pas mis en examen ou quoi que ce soit ou mis en prison parce que tu possèdes de la cocaïne. Déjà, au moins, ça ferait moins de travail pour la police sur ce plan-là. Et ça leur permettrait de se concentrer sur des choses un peu plus, on va dire, plus dangereux, par exemple. Par exemple, pour ceux qui ramènent de la cocaïne en grosse quantité dans les villes, ou par exemple des attentats, je sais pas, des victimes de viols, la pédocriminalité, enfin, des trucs comme ça, par exemple. Ou par exemple de la violence envers les femmes, ou même vers les hommes, hein, ça existe aussi, d'intervenir sur des choses qui seront peut-être beaucoup plus graves, par exemple, que taper toujours sur les petits dealers, enfin les petits dealers, les petits consommateurs en général, parce que bah, les dealers, eux, bah, faut savoir que certes, s'ils vendent sur TikTok, ça n'a jamais été aussi facile de commander de la cocaïne ou de l'héroïne, donc bah, au moins la police pourra plus se concentrer sur ces réseaux-là et rendre légal le cannabis parce que moi je pense qu'il y a plus de gens qui consomment du cannabis que de personnes qui consomment de la cocaïne. Je crois que la cocaïne, il doit y avoir 300 000 personnes qui doivent consommer de la cocaïne en régulier. Donc, légaliser le cannabis, pour moi, ce serait une bonne chose. Et justement, d'avoir droit à l'autoproduction à 3 pieds par foyer, hein, si bien par foyer, pas par personne. Donc, c'est-à-dire si tu es 5 dans un foyer, bah, tu as le droit qu'à 4 pieds. N'importe où, que tu sois tout seul ou à 2 ou à 3, c'est 4 pieds maximum. Et que bah, soit tu le prends pour ta consommation personnelle, et donc ça t'évite d'acheter au marché noir, et donc bah, d'alimenter justement des mafias et des choses comme ça. Et ou, si tu fumes pas la totalité de ce que tu produis, de vendre à des dispensaires et de faire un petit peu d'argent et de déclarer cet argent-là qui serait considéré comme un revenu. Tu peux faire en armoire, tu peux faire jusqu'à 3 4 récoltes, on va dire plutôt 3 si tu n'utilises pas le système de clonage, que tu peux faire plus de récoltes, mais tu peux faire jusqu'à 2 voire 3 récoltes par an. Donc bah, ça te fait un petit peu d'argent, quoi. Et donc bah, toi, en tant qu'autoproducteur, bah, au moins, ça donnera une plus grande choix pour les consommateurs dans les dispensaires, parce que bah, par exemple, il y a un dispensaire qui va dire, voilà, toi je te fais confiance, je sais que tu produis bien, tu fais bien pousser tes plantes et tout, je te fais confiance, voilà, je te donne telle graine, j'ai besoin que tu me fasses pousser telle graine, tu me fais pousser ça, tu me ramènes ça dans 4 ou 5 mois, et je te paye tant. Et après, bah, tu signes un contrat, etc., dans toute légalité, et après, tu le revends au prix qui t'a signé ton contrat, etc. Et en fait, bah, tu déclares justement ce que tu vends justement au dispensaire, et ça te permettrait justement, bah, si éventuellement il y a des impôts dessus, bah, tu perds des impôts dessus. Et puis voilà. Et puis ça ferait de l'argent pour faire les routes. Mais bon, quand tu vois ça et que tu vois qu'il y a 100 milliards d'argent qui va dans les paradis fiscaux, d'évasion fiscale, et après on va taper sur les petits pauvres qui sont au RSA ou à la hache comme moi.
parce que, soi-disant, on veut pas bosser. Bah, bien sûr que si, hein. On se fait chier, hein. Moi, c'est pour ça que je veux mon terrain le plus vite possible, parce que j'ai envie de me mettre dans le potager, j'ai dans les plantes, c'est une passion. Et je passer ces journées bah, je fais pas rien parce que je lis beaucoup, je m'instruis, etc. Mais disons, on n'est pas des flemmards. Et quelqu'un qui aurait ça, pareil, il survit, il vit pas. Tu vis pas avec 500 ou 600 euros. Même moi, avec mes 1044 euros, euh, c'est encore là, je suis encore chez mes parents, chez ma mère, mais je donne quand même un loyer à ma mère. Je donne 150 euros chaque mois à ma mère. Je paye ma nourriture, hein, j'en ai pour 200 à 250 euros de nourriture par mois. Je paye ma mutuelle, je paye mon téléphone. Euh, Quand j'étais sorti, par exemple, j'ai une aide médicale qui m'aide pour le transport et ça me coûte aussi une trentaine d'euros. Je paye le kilométrage en fait et ça me coûte une trentaine d'euros à chaque fois que je sors. Donc ça fait des dépenses en plus. Donc bah, la vie n'est pas tout rose quoi. Donc avec 1000 euros, c'est pareil, tu survis. C'est comme ceux au SMIC, hein, c'est pareil, hein, quand ils sont à 1400 et 1427 euros, je crois, c'est pareil, hein. C'est un peu de la survie. Alors imaginez ceux qui sont au RSA, c'est galère quoi pour finir les fins de mois quoi. Ils payent leur loyer, l'eau, l'électricité, etc. Et bah il leur reste quasiment que dalle quoi après pour la bouffe quoi. Et après une fois qu'ils ont payé leur bouffe quoi et leur téléphone, leur internet, bah à la finale il va leur rester quoi? 20 euros, 30 euros peut-être. C'est tout pour les loisirs, pour aller au cinéma. Bah ça laisse pas grand-chose hein. En termes pour acheter des livres, pour se cultiver, etc. Moi, je trouve ça un peu triste. Ils devraient mettre justement un revenu minimum. Le revenu médian justement de pauvreté, je crois qu'il est dans les 900 ou 1000 euros. Justement, ils devraient avoir un seuil minimum. C'est comme les retraités qui ont une petite retraite de 600 ou 500 euros. Ils ont travaillé toute leur vie et ils ont une petite retraite comme ça. Ils devraient revaloriser les retraites. Certes, ça va coûter de l'argent à l'État, mais quand on voit toute l'évasion fiscale ou tous les politiciens qui sont des 10 000 ou des 15 ou 30 000 euros par mois, bah, moi, je trouve ça pas normal, tu vois. Et ils vont pas forcément à l'hémicycle, enfin, dans les espèces de grands amphithéâtres. Ils y vont pas tous les jours, alors que ça devrait être une obligation d'être présent. C'est pour ça que bah, j'avais parlé justement d'un congrès civil où on prendrait deux garçons, deux filles de chaque région et qui parleraient justement de leurs problèmes de leur région. Ils travailleraient en collaboration avec le maire et justement, bah, ce serait un peu les porte-parole aussi avec le maire de cet congrès civil et ça permettrait d'avoir une commission civile, si je puis dire, de ce qui se passe dans chaque province et enfin dans chaque province, dans chaque région et voir les difficultés. Par exemple, Paris va générer beaucoup plus d'argent que, par exemple, la Loire-Atlantique, ou par exemple, les Côtes-d'Armor fait beaucoup moins d'argent que Lyon, par exemple. Et donc, bah, en fait, répartir après l'argent, etc., dans les communes, etc. Et pareil, des difficultés qu'il y a, par exemple, il manque des enseignants, manque de médecins, etc. Et donc, bah, vraiment parler de sujets importants pour chaque région et justement d'avoir un congrès civil. On n'aura plus besoin de cet hémicycle avec tous ces mecs au pouvoir qui servent limite à rien, hein. Tu mets un ventilateur d'un côté, tu mets des éoliennes de l'autre, on crée l'électricité libre, hein, c'est bon, hein. Ça y est, on a créé l'électricité gratuite. Enfin bref, non, c'est pour blaguer, mais en gros, ce qu'ils font, c'est toujours, ils sont toujours affiliés, beaucoup sont sur des lobbies. C'est comme la famille Le Pen qui ont dissimulé le travail. Quand à Bayrou, c'est pareil, je sais pas quoi, il y a eu une histoire aussi de pédophilie, comme quoi il y a une protection ou je sais pas quoi, il y a des histoires comme ça. Ou Macron qui a été élu avec 8 millions de voix alors qu'il n'aura jamais dû être élu, c'est marqué dans la Constitution, il devrait avoir 51% des votants qui votent pour lui. Donc il y a à peu près 40 millions de votants. Donc il aurait dû avoir au moins 20 millions ou 21 millions de voix pour lui. Et donc et aussi de compter justement le vote blanc. Parce que le vote blanc, c'est aussi un pouvoir. Si tu votes blanc, c'est-à-dire que tu ne veux aucun des deux. Donc ça veut dire s'il y a plus de votes blancs que de votes pour tel candidat, bah, ils refont ils relancent un autre truc présidentiel. Ils relancent depuis le début et jusqu'à ce que tout le monde tombe d'accord que on veut telle personne.
parce que être élu, parce que tous les gens qui n'ont pas été votés, parce que bah voter entre telle personne ou telle personne, bah eux ça les intéresse pas. Surtout à chaque fois ils nous font toujours le coup de Le Pen ou on avait Le Pen ou comment on appelle ça ou Macron. Donc bah la plupart des gens ils vont faire quoi? Ils vont voter Macron. Mais si ça continue comme ça, les gens ils vont faire quoi? Ils vont voter l'extrême droite. Mais ça va changer quoi l'extrême droite? Ils sont pareils, ils sont aussi pourris. Ils sont avec des lobbies, ils dissimulent du travail, euh, ils vont détourner de l'argent qu'ils vont leur donner, c'est par exemple de l'argent pour des déplacements, des choses comme ça. Ils vont détourner cet argent-là pour se payer eux-mêmes, des trucs comme ça. Enfin, il y a plein de magouilles. Je veux dire, alors que le mec au RSA qui galère et tout, surtout que maintenant, ils mettent 15 heures de travaux d'intérêt où ils doivent travailler gratuitement pour avoir justement le RSA. Moi, je trouve ça inadmissible. Travailler 15 heures par semaine, ça fait quand même 60 heures par mois gratuitement, quoi, pour 500 balles, quoi. Même pas payé, quoi. Donc, non. On n'est pas des esclaves, quoi. Donc à un moment, il va falloir se mettre, faudrait ceux qui sont au pouvoir qui se remettent en question et qu'on n'est pas là pour les servir tout avec une cuillère en argent, quoi. Faut savoir que les travailleurs, c'est eux qui font tourner le pays, hein, c'est pas eux, hein. Eux, avec leur belle parole et leur costard à plus de 3 000 euros, non merci, hein, c'est bon, hein. Et justement, le Congrès civil, ce serait un vote. Pardon, tu te dis, voilà, je veux faire partie de ce Congrès civil, par exemple, moi, par exemple, je suis dans les Côtes d'Armor. Donc voilà, imaginons que je m'inscris, Côtes d'Armor, je m'inscris, je me mets, voilà, je voudrais faire partie du Congrès civil pour les Côtes d'Armor. Et donc après, pour ce qui est du vote, c'est pas les gens qui vont voter, ce serait une loterie. Ce serait des gens qui seront prêts au hasard. Et donc en fait, eh ben, il n'y aura pas de conflit d'intérêt avec les lobbies. Et en fait, c'est les personnes qui seront élues après, entre parenthèses, élues pour le Congrès civil seront en poste pendant un an, pas plus. Et en fait, au bout d'un an, il y a une autre loterie qui se fait et hop, il y a une autre personne. Certes, ça fait beaucoup de changements tous les ans, mais ça évite justement de créer justement des liens avec des lobbies ou des conflits d'intérêts avec des lobbies, etc. Et ça fait un roulement et justement avoir ce roulement de personnes, ça donne des nouvelles idées et plus il y aura de personnes qui vont passer justement dans le Congrès civil, il y aura des nouvelles idées, des nouvelles lois et comme j'avais parlé, quand il y aura des lois qui passeraient, demander à tous les Français, à partir de leur smartphone, qui se connectent sur Direct France ou un truc comme ça, le truc officiel de la France, où il y a une loi, où tu peux voter la loi que tu veux, et que ceux que tu veux pas, bah, tu votes tes lois à partir de ton smartphone ou de ton PC portable, ou n'importe quel smartphone, PC fixe, peu importe, mais que tu voterais les lois. C'est plus eux au gouvernement qui votent les lois, c'est le peuple lui-même qui choisit ses lois. C'est ça une vraie démocratie, c'est le peuple qui choisit ses lois, ou écrit ses propres lois. C'est pas à eux, parce que là actuellement, on est plus dans une démocratie représentative, c'est-à-dire c'est en gros le président nous représente, mais il ne nous représente pas. Il est plutôt sur des intérêts. Des lobbies. Par exemple, quand il a fait son coup à vendre certaines entreprises françaises où il a fait je sais pas combien de millions à titre personnel, ou je sais plus, il a gagné 5 millions, un truc comme ça en faisant une vente ou en faisant un contrat avec deux entreprises de lobby, bah non, la politique, faut qu'il sépare politique et tout ce qui est un gros industriel, tout ce qui est lobby, toutes les grandes marques comme Danone, Nestlé, machin, bidule, ils ont rien à foutre en politique. Après, pour les trucs industriels, pour la métallurgie, pour tout ce qui est stratégique en fait, métallurgie, création peut-être de véhicules, etc., tout ce qui est métaux, etc., là oui, ça peut rentrer éventuellement dans la politique, mais faudrait aussi qu'on a des experts, pas des gens qui viennent de nulle part. Je pense à Aurélien Barraud, lui, c'est hors de question, il ne veut pas devenir président ou quoi que ce soit. Lui, comment on appelle ça, les politiciens, pour eux, c'est, voilà, il n'a pas envie d'être dedans. Mais je veux dire, parler à des gens comme ça qui ont des doctorats, par exemple en physique, ce serait intéressant d'en avoir dans le Congrès civil, d'avoir des vrais experts, des vrais médecins avec des doctorats, des vrais gens diplômés, par exemple dans la nutrition, des vraies personnes qui ont pas de conflit d'intérêt. Par exemple, un nutritionniste qui va être payé avec Danone, forcément, il va dire voilà, tiens, ça c'est bon à manger. C'est comme Jean-Michel Cohen, je sais plus comment je crois que c'est ça. C'est un nutritionniste. Le mec, il était à train de vanter comme quoi un Big Mac, c'était bon pour la santé parce que bah, il y a le pain, c'est des glucides complexes, il y a la viande qui va donner des protéines, le fromage qui va donner un peu de lipides, machin, bidule. Bah non, c'est un putain
Tender Burger, c'est de la fast food. En tant que diététicien, tu vas pas, euh, déjà, tu vas pas mettre McDonald's en avant. T'es un nutritionniste, donc c'est complètement naze, quoi. À la limite, tu dis que tu fais ton hamburger chez toi, et en plus, leur chair animale qu'ils vendent, en plus, c'est de la viande industrialisée et tout le bordel. C'est pas de la viande fraîche ni rien. C'est des trucs qui arrivent complètement congelés. Euh, c'est pour ça. euh, euh, Encore, il prendrait une alimentation qui serait équilibrée. C'est comme pour les végétariens. Déjà, il faisait les trucs pour les végétariens. Il disait qu'on pouvait fallait manger, je sais plus, je crois, 21, non, non, 14 céréales et légumineuses différentes par jour. Non, mais non. Il est complètement à l'ouest, hein. Ça fait 11 ans que je suis végétarien. Enfin, végétarien pendant 6 ans et après 5 ans de végétarien. Mais ça fait 11 ans au tout que je suis végétarien, en gros. Et, euh, et j'ai pas de carence. Ils ont fait des prises de sang quand j'étais à l'hôpital et tout. J'ai aucune carence. Oui, j'avais un petit peu de carence en vitamine D parce que, bon, forcément, je suis au sous-sol et je sors quasiment jamais. Mais oui, je prends un peu de vitamine D. Mais au-delà de ça, j'avais pas d'autres carences. Je prends ma B12, je prends un peu de magnésium pour les muscles, je prends mon multivitaminé, j'avais déjà montré. Bon, c'est sûr, c'est des trucs comme ça, là, tu sais, là, regarde, là, j'ai vitamine C, là, j'ai vitamine D et j'ai du calcium. Et j'en ai même un autre que je prends, celui-ci, qui a les 12 vitamines et minéraux. Donc, bah, j'en prends un le matin, je mange un petit peu parce que bah, il y a des vitamines qui sont liposolubles et d'autres hydrosolubles. Donc, bah, faut manger un petit peu. Donc, tu manges deux, trois gâteaux et tu prends ton petit verre de thé ou de café, peu importe. Mais tu manges un petit truc gras ou du pain avec du beurre, etc. pour avoir un peu de lipides, pour que tu manges pas ça le ventre vide, pour que justement les vitamines soient absorbées par l'organisme. Et justement, bah, avec ça, bah, t'as pas de carence. Et de toute façon, moi, je prends ça parce que bah, c'est justement parce que en mangeant correctement, équilibré en tant que végétarien, t'as pas de carence. La seule carence que tu peux avoir éventuellement, c'est la vitamine B12. Mais la vitamine B12, c'est pareil. Les gens qui mangent de la chair animale récupèrent la B12 via la chair animale. C'est pas l'animal qui crée de la B12. Les animaux sont supplémentés en B12. Et donc après, tu manges l'animal, tu manges sa chair qui est supplémentée en B12. Donc bah, il y a une perte énergétique en eau et en nourriture. Parce que les terres agricoles pourraient être utilisées pour la nourriture humaine. On pourrait les transformer ça avec du pois chiche, des lentilles, etc., des légumineuses, quoi, ou même des oléagineux, pistaches, cacahuètes, etc., qui sont bon, bourrés de protéines et de zinc, de fer, enfin de plein de bons minéraux. Par exemple, tu fais un repas avec du riz, tu mets un peu de cacahuètes, tu rajoutes, je sais pas, un œuf ou deux, et ouais, je sais pas, tu peux rajouter petite envie, des petites graines de chia en plus, et bah, tu as des oméga 3, tu as les cacahuètes. Bon, après, si tu as des allergies, tu ne prends pas des cacahuètes, tu prends des noix de cajou, mais les cacahuètes, ils sont bien parce qu'ils ont tous les acides aminés, et en plus, il y a des lipides, protéines. Les graines de chia vont donner un peu de lipides et des oméga 3. Tu vas manger le riz, va donner des glucides et des amidons, etc. Donc, il va bien tenir au corps. Euh, et les œufs vont donner aussi des lipides, un peu de gras saturé, qui est bon pour l'organisme. Mais donc, c'est un repas équilibré, quoi. Et donc, lui, il disait ça, il disait qu'il fallait manger, je sais pas, 14 légumineuses et céréales par jour. Non, c'est pas en une journée que tu fais ça, hein. Le corps, il est pas stupide, hein. Il a des réserves, hein, et donc, c'est pas en mangeant 14 machins par jour pour être en bonne santé. Non, ça se fait sur des semaines, même des mois, tu vois. Là, par exemple, la B12, quand tu prends de la B12, elle est stockée dans ton corps pendant 4 ans. Bon, après, faut pas attendre jusqu'à là, hein. Quand tu deviens végétarien, on commence déjà à te supplémenter en B12 ou végétalien. Et tu commences à te complémenter directement en B12. Mais autrement, la B12, elle est stockée pendant 3 à 4 ans dans tes lipides, dans ton tissu adipeux. Donc, bon, après, il faut attendre 4 ans avant que tu sois carencé. Mais faut pas aller jusqu'à là, quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est que le corps a un stock de vitamines. Et donc, bah, en mangeant équilibré, en mangeant du riz, des œufs, en diversifiant ton alimentation, mangeant du boulgour, du millet, comment on appelle ça, du sarrasin, qui est intéressant aussi, du petit épeautre, plein de céréales différents qui vont t'apporter des acides aminés différents. Tu peux même mélanger, par exemple, du riz et des pâtes ensemble et manger des œufs. Par exemple, comme ça, tu auras du blé et tu auras du riz qui ne va pas donner les mêmes proportions de protéines qui sont dedans. Et donc, bah, ça va te donner
un apport de protéines qui est intéressant. Il faut savoir qu'il y a 21 acides aminés, et sur ces 21 acides aminés, le corps en a besoin de 6 qui ne s'est pas créé. Ça veut dire qu'à partir de certains acides aminés, il peut en créer d'autres acides aminés. Il arrive à transformer des acides aminés précises en d'autres acides aminés. Donc on n'a pas besoin de tous les acides aminés. Il n'y en a que 6 que le corps arrive à créer. On a besoin d'aller avoir par l'alimentation. Mais sinon, tout le reste, il arrive à les créer. D'ailleurs, si tu manges trop de protéines de telle sorte, ben, il va la transformer pour la mettre en autre protéine. Parce que ben, sur les 21 acides aminés, il va créer ce qu'il a besoin. Et il y en a 6 qu'il ne peut pas créer. Par exemple, il y a la tryptophane, un truc comme ça, bah, par exemple, cette protéine-là, ces acides aminés-là, bah, est intéressante, par exemple, parce qu'elle a créé justement, comment on appelle ça, elle va aider pour le sommeil. C'est une protéine qui va être aidée pour la libération de la mélatonine, par exemple. Il y a ces acides aminés qui vont être là, par exemple, pour recréer des tissus. Par exemple, si tu fais du sport, bah, ça va recréer du tissu de tes muscles. Tu en as d'autres qui vont être plus, par exemple, pour recréer, par exemple, de la peau, qui vont être plus, d'autres qui vont être plus pour les ongles. Bah, c'est pas vraiment, les ongles, c'est pas vraiment des protéines, mais c'est plutôt plus dans la, on est plus dans la siatine, ouais, je sais plus comment on appelle ça. Enfin, peu importe. Quoi qu'il en soit, chaque acide aminé a une fonction qui est importante. Et même pour ton cerveau, ton cerveau, il consomme énormément de glucides, hein. Lui, il carbure au glucose, hein. Lui, il en a besoin, hein. Il fait 1,6 kg, mais il bouffe 20% tes valeurs nutritionnelles, si ce n'est plus, hein, par jour, hein. Le cerveau, c'est l'organe qui consomme le plus de ton corps. Euh, Après, faut pas oublier que si tu manges pas assez, ton corps va puiser d'abord dans tes tissus adipeux, dans les lipides. Après, il va commencer à se manger lui-même. Donc, il va commencer à bouffer dans sa propre chair. Et après, le dernier recours que le corps fait, c'est qu'il va commencer à bouffer des parties musculaires du cœur. Et donc là, là, ça devient dangereux. Donc à ce moment-là, tu peux faire des cris cardiaques, etc. Donc, faut pas arriver à ce stade-là. Moi, personnellement, je vise au minimum 1200 calories, c'est ce qui est recommandé au minimum pour l'OMS, par exemple, quand on est en rationnement. Et comme je fais pas beaucoup d'activités, etc., 1200 calories, moi, ça passe. Et ils m'ont pesé, j'ai pas perdu de poids. Je fais 64 kilos, 65 kilos. Donc, c'est pour dire, pour 1,68 m. Et pourtant, je mange 1200 calories. Des fois, je peux manger plus. Après, si je peux manger 1800 calories, c'est pas grave. Je mange 1800 calories. Je mange quand j'ai faim, etc. Si j'ai faim, par exemple, je veux me bouffer un paquet de gâteaux en entier, je bouffe un paquet de gâteaux en entier, je bouffe mon paquet de chips en entier, je m'en fous. J'ai pas de restriction, mais il faut que j'ai au moins 1200 calories. Après, tu vois, par exemple, si tu bouffes n'importe quoi dans la journée, en une journée, bon, c'est pas trop grave. Mais si c'est tous les jours, non, là, non. Il faut quand même que tu mets des légumes, etc., des légumes verts, etc. Surtout que la chlorophylle, c'est super important pour ton corps. Ça te permet la chlorophylle permet de créer un endroit alcalin pour ton corps. Justement, la chlorophylle permet d'avoir un pH sanguin le pH sanguin est de 7,45, 7,45 dans le corps, hein, dans ces eaux-là. Et en fait, s'il descend trop bas, quand c'est trop acide, et c'est un milieu qui est propice pour le cancer. Par exemple, le cancer adore les milieux acides. Et donc, si tu as un sang qui est plutôt alcalin, qui est dans la norme, dans les 7,45, ou à peu près dans ces eaux-là, un peu plus de 7, quoi, et c'est pas un milieu propice pour le cancer. Et pareil pour les produits laitiers, il faut les limiter. C'est pour ça que je ne prends pas des yaourts au lait de vache, ni de lait de lait liquide. Je vais prendre du lait de noisette, lait de riz, lait de banane, enfin au soja, quoi. Ou des compotes, ou des yaourts au soja. Je mange quelques fromages, mais pourquoi je mange du fromage? Déjà, je prends sans présure, mais parce que ça a été raffiné, etc. Et il y a des bactéries dedans, et des bonnes bactéries qui permettent aussi d'avoir un apport en protéines. Bon, après, la caséine, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour l'organisme, parce que tu vas créer des bactéries qui vont être utilisées pour justement assimiler justement cette caséine, alors que de base, on n'est pas censé avoir ces bactéries-là, mais il faut savoir que ta flore intestinale s'adapte en fonction de ton alimentation. Donc, moins bien tu as mangé, plus ta flore intestinale sera dégueulasse, quoi. Et donc, manger des légumes verts, manger bien et tout, équilibré. Il faut savoir que les proportions, par exemple, pour une personne, moi je compte pour des pâtes, par exemple, je compte en sec, hein, 125 grammes de pâtes sec par portion. C'est ce que je mange, hein.
Et je vais manger par exemple en 2 à 4 œufs. Je vais manger genre ouais, 2 à 4 œufs avec 125 grammes de pâte non cuite. Donc quand je le cuis, c'est encore plus lourd, ça doit faire au moins 250 grammes voire plus. Et bah, ça me rassasie bien. Et ça me fait un repas. Et après, j'ai mangé des trucs à côté. Je bois tous les jours, je bois du thé. Je bois pas de l'eau, hein. Je bois quasiment jamais d'eau, hein. Je bois que du thé, hein. Et après, je mets un ou deux sucres dedans. Bon, c'est sûr, après, c'est du sucre, sucre de canne, comme ça, et les non raffinés. Donc, bah, en fait, il y a toujours les minéraux, etc. Donc, c'est plutôt intéressant. C'est mieux que de prendre ça que prendre du saccharose, sucre blanc qui est raffiné, etc. Après, le mieux, ce serait de prendre du fructose. Et d'ailleurs, j'ai essayé d'en chercher en magasin et j'en ai pas trouvé. Donc, bah, je prends du sucre de canne non raffiné. Et bah, c'est mieux pour la santé que prendre du sucre blanc, quoi. Donc, bah, je suis pas au mieux. Après, par exemple, il y a aussi, par exemple, le Roquefort ou le Saint-Agur, etc., qui sont des fromages qui sont intéressants pour la pénicilline, par exemple, qui sont des antibiotiques, qui peut t'aider, par exemple, si tu as une infection, etc., ou prévenir, ou des trucs comme ça. C'est un champignon, champignon. C'est un champignon qui est plutôt intéressant pour la flore intestinale et qui te permet de lutter contre certaines infections qui est dans ton corps, que tu n'es pas forcément conscient. Donc, bah, il y a certains fromages qui sont intéressants. Après, je vais plus m'orienter sur des fromages de chèvre, par exemple, que des fromages de vache, par exemple. Parce que bah, il y a moins d'hormones de croissance. Et donc, bah, c'est mieux pour la santé. Par exemple, une brebis, moins gros qu'une vache, quoi. Donc, je veux dire, il y a moins d'hormones de croissance. Il faut savoir, dans le lait de vache, il y a 7 hormones de croissance. Donc, bah, le pancréas, bah, il aime pas trop ça, quoi. Et puis, d'après ce que je sais, l'être humain, il n'a pas deux ou trois estomacs, quoi. Donc, les ruminants, eux, quand ils mangent, ils créent leur B12 via justement la fermentation de l'herbe qu'ils mangent. Quand ils mangent avec leurs deux estomacs, et, ça reste tellement longtemps dans leur estomac bah, qu'ils créent leur propre B12 en mangeant leur herbe. Bon, ils en mangent des quantités importantes, mais ils sont faits pour bouffer de la pelouse, hein, quoi, de l'herbe. Après, ils disent pas non aussi pour certains fruits. Je me rappelle d'un cheval quand j'étais au collège, j'avais équitation. Je me rappelle, j'avais gardé une pomme justement pour un cheval. Je lui ai tendu la pomme et ben, il a déchiqueté la pomme, hein. Il a kiffé sa pomme, hein. Faut pas oublier que même s'il mange du foin, etc., il mange aussi des fruits, hein. C'est peut-être des herbivores, mais ils adorent les fruits, hein. Donc voilà. Bon, j'ai fait un peu le tour, j'ai un peu parlé de la Switch, etc. Donc, ouais. Donc, pour l'ensemble, voilà quoi. Donc, bah, je vous fais des poutous, hein. Prenez soin de vous et prenez soin de votre corps, de la planète. Pensez à garder vos graines dans les fruits, hein, pour les planter quand vous faites des promenades en forêt, de planter les graines comme ça à droite à gauche, de façon à que quand vous faites votre parcours de marche ou de footing, bah, de façon à que quand vous repassez après quelques mois plus tard, bah, vous verrez vos plantes pousser. Et donc pourquoi pas après cueillir vos tomates ou vos autres fruits. Ou même pourquoi pas planter un pommier chez vous et le faire bien grandir et après de le planter dans une forêt. Pourquoi pas? Et après, peut-être que dans 5 ou 6 ans, bah, vous aurez un pommier qui va faire des pommes. Peut-être que c'est peut-être pas vous qui allez en profiter, mais les animaux dans la nature vont en profiter, ou peut-être des passants qui vont passer, ils vont trouver des pommes et ils vont être contents. Et donc, c'est comme ça qu'on va créer l'abondance. Et donc, bah, les gens qui vont récupérer des pommes ou des poires ou des trucs comme ça dans des forêts, bah, des fruits qu'ils vont pas acheter en grande surface. Donc, bah, c'est pour ça que je dis que les graines, c'est une arme. Donc, faut pas oublier que bah, le carnet des agriculteurs où ils te disent telle graine que tu as le droit de prendre, etc. Moi, c'est du bullshit. Parce que les graines, déjà, ils vaut une blinde, et en plus, ça force les agriculteurs à prendre telle variété. Alors qu'il y a des variétés qui sont oubliées, qui y a des variétés qui ont pas changé depuis des centaines d'années, parce qu'avec maintenant l'industrialisation, avec toujours plus de production, etc., bah, on a toujours voulu du rendement, du rendement, du rendement, mais on a eu une perte de vitamines au profit du poids, etc., et du rendement. Donc, bah, moi, je préfère manger une pomme qui est pas dans le catalogue d'agriculteurs, qui va t'apporter beaucoup plus de vitamines et de minéraux qu'une pomme qui va être beaucoup plus grosse et en poids, mais qui va t'apporter quasiment que dalle en minéraux et en vitamines. Il faut savoir qu'une pomme de 1900, de l'époque de 1900 à aujourd'hui, il faudrait que tu manges au moins, je sais plus, je sais plus combien de pommes qu'il fallait bouffer, mais je crois qu'il fallait en bouffer plus d'une dizaine pour avoir l'équivalent
en vitamines, quoi. Donc c'est pour dire à quel point notre alimentation, même en fruits et en légumes, devient pauvre en vitamines. Donc on doit en manger encore plus pour avoir le même ratio en vitamines. Je veux dire, l'alimentation après l'industrialisation, l'alimentation a radicalement changé. Pourquoi? Parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, toutes les usines pour faire des sulfates, etc., pour faire des bombes, bah, ils ont été transformés. Après les usines, pour faire des tanks et tout, ont été échangés pour faire des tracteurs, pour faire des engrais azotés, pour faire des engrais, etc. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils avaient appelé, ils avaient appelé ça quoi? La révolution verte, il me semble. Ouais, bah, la révolution verte, elle a niqué les sols hein, avec tous leurs pesticides. Hein. Donc, bah, moi, je dis aux agriculteurs, cultivez votre terre sans pesticides. Vous direz merci plus tard. Hein, parce que dans 10 à 20 ans, si vous continuez à mettre des pesticides, certes, ça vous coûte de l'argent déjà. Et certes, au début, peut-être que vous aurez peut-être moins de rendement. Mais par la suite, comme vous mettez pas de pesticides et tout, vous tuez pas la vie dans les vers de terre, les insectes, etc. Et donc, bah, tous ces petits insectes et ces vers de terre-là sont utiles pour la terre. Donc, ça va rendre votre terre beaucoup plus riche en termes de minéraux. Et donc, bah, après, faire des rotations de terre, etc., pour que la terre puisse se reposer, etc., ça, c'est bien aussi. Et donc, ne pas mettre de pesticides, pas chercher le rendement, chercher la qualité. Euh, moi, je suis prêt à payer plus cher un fruit ou un légume bio par exemple, par l'ananas Victoria, par exemple, qui a un meilleur goût, qui est plus petit, mais qui vaut plus cher. Donc voilà. Euh, donc, cherchez pas la quantité, mais cherchez la qualité et surtout la qualité nutritionnelle. Voilà. Donc, je vous fais des poutous, hein, prenez soin de vous et tchuss!